qui est enregistré et donc vous pouvez ensuite évidemment le diffuser à vos collègues. Donc sur la slide suivante, simplement avant peut-être de laisser la parole à la communauté de travail régionale, je voulais juste dire que donc on va au cours de ce webinaire avoir 3 grands temps. Un premier temps avec webinaire organisé avec Laurent Cagerino d'Aura 2E, c'est lui qui apporte quasiment tout le contenu et donc qui va être notre expert intervenant aujourd'hui. On va aborder 3 temps. Un premier temps sur les enjeux et le rôle de la collectivité locale en matière de commande publique durable. Donc on va balayer un peu tous ces grands enjeux. Et ensuite, on va rentrer sur des aspects plus opérationnels à travers les leviers de la commande publique. Et puis, Laurent aura l'occasion de nous présenter un certain nombre de retours d'expérience liés à la transition écologique et énergétique. Et puis, comme je le disais, on pourra terminer ce webinaire par des échanges, des questions autour des différents leviers opérationnels. Et donc, on va tenter, mais je pense qu'on y arrivera, de terminer ce webinaire à 16h30. Voilà, sans attendre, je laisse la parole à la communauté de travail régionale qui va nous dire un petit mot d'introduction, d'accueil. Je précise que ce n'est pas Evelyne Bernard qui va intervenir pour l'Adréal, mais Joanne Ozané. Voilà, Evelyne s'excuse, elle a eu une urgence à gérer. Donc Alexis, Sylvain, Joanne, merci donc de nous donner un peu des grandes lignes concernant ce sujet de la commande publique durable qui, évidemment, est un sujet que vous avez à cœur aussi de mettre en avant dans ce contexte post-électoral. Oui, tout à fait. Je vais commencer du coup pour la région. Merci beaucoup Nicolas pour l'introduction et bonjour à tous. Donc, ravi de vous retrouver pour ce webinaire. J'espère que tout le monde va bien là sur voilà, cette période de déconfinement et juste avant aussi pour certains le break estival. On a souhaité juste, moi je vais le repositionner plutôt par rapport à l'animation régionale très rapidement et après je pense que Sylvain et Joanne donneront plus des aspects effectivement sur le contexte et comment effectivement on juge l'intérêt de cette thématique par rapport à la thématique TEPOS et au déploiement des politiques TEPOS. Nous, on avait souhaité maintenir une série de webinaires dans le cadre de l'animation de TEPOS depuis fin avril là, et dans le cadre du premier webinaire qu'on avait organisé courant fin avril, on avait bien mis en avant déjà ce thème de la commande durable, la commande publique durable. Ça avait été abordé et ça figurait parmi les leviers de la collectivité TEPOS en tant que collectivité incitatrice. Donc au vu des retours qu'on avait eu aussi suite à ce webinaire et du fait qu'on avait l'abordé un peu rapidement, et aussi du fait qu'on est dans un contexte on va dire, de relance, de reprise suite au Covid et qu'on aura sans doute aussi des enjeux particuliers par rapport à la relance des entreprises locales. On a estimé que c'était un sujet intéressant à réaborder de manière plus précise, grâce du coup notamment à l'apport d'expertise de la part d'Aura 2E qui travaille depuis de nombreuses années sur le sujet. Et du coup, à ce titre-là, je remercie Laurent qui va intervenir et puis Nicolas pour l'animation du temps qui figure là. Donc effectivement, concernant l'action de la région sur ce point, on a nous effectivement le soutien Aura 2E pour pouvoir suivre ces thématiques et les animer en région. Et on a sinon une feuille de route régionale économie circulaire qui pourrait passer prochainement en assemblée plénière et qui aura peut-être aussi des éléments permettant de déployer des actions sur ce sujet au niveau des territoires. Et j'en saurai un peu plus par la suite. Donc, je vais laisser la parole à Sylvain, pour pas être trop long, à Sylvain et à Joanne, qui feront plus de cadrage détaillé sur le sujet. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire et à très bientôt. Merci Alexis. Sylvain? Merci Alexis, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien aussi. C'est vrai que c'est chouette de se retrouver, hein. C'est donc le 3e webinaire qu'on a dû faire durant cette période, donc c'est bien de se retrouver et puis ça répond aussi à un besoin et puis aussi de pouvoir non pas se rencontrer mais se voir à distance et puis échanger à distance sur ces sujets. Donc sur le sujet du jour, j'ai fait quelques recherches. La commande publique, c'est 200 milliards d'euros au niveau national, donc c'est 10 points du PIB. Donc c'est sûr que c'est un levier important, un levier d'action et notamment en faveur de nos thématiques. On la retrouve dans pas mal de textes réglementaires, hein, la commande publique et les enjeux de la commande publique. Donc il y a le plan d'action européen, là tout de suite, avec le paquet européen, le plan d'action européen pour l'économie circulaire, où on trouve pas mal de choses sur les achats responsables. On avait déjà aussi la loi TECV là, de 2015, où on avait plusieurs articles sur la commande publique durable.
On a aussi la loi anti-gaspi, la anti-gaspi pour une économie circulaire qui vient de sortir en février. Et donc, on retrouve pas mal de choses sur les matériaux recyclés, les produits issus du réemploi, les logiciels éco-conçus dans la commande publique. Et puis, on aura bientôt la FREC aussi, comme tu dis, enfin la feuille de route. Et puis, il y a la FRET, et puis il y a la région avec tout ce qui se décide sur l'économie circulaire. Au niveau ADEME, on a aussi un référentiel économie circulaire, donc un référentiel économie circulaire qui est aussi décliné en label. Donc, c'est un peu le parallèle de Citergy. Citergy, c'est le management de l'énergie dans les collectivités. Sur le management de l'économie circulaire, on est en train de développer avec quelques collectivités et de concrétiser même donc la même démarche, la même approche que Citergy. Et donc là-dessus, il y a pareil dans ce référentiel-là tout un axe dans lequel on retrouve l'enjeu de réaliser des achats responsables avec différents items et donc qui donne des points pour la labellisation. Et donc, ce référentiel, je ne sais pas si vous le connaissez, vous avez entendu parler, mais sinon, je vous mets un petit lien là sur lequel vous pourrez avoir quelques informations supplémentaires. Merci, Sylvain. Et puis, au niveau régional, on travaille aussi avec le CIRID. Donc, le CIRID qui travaille sur une opération qui s'appelle COFP. Et donc, COFP, là, c'est avec 3 collectivités, la ville de Grenoble, le département de la Loire et la métropole de Lyon, pour intégrer l'économie de fonctionnalité dans les processus d'achat des collectivités. Donc, comment les processus d'achat peuvent favoriser l'économie de fonctionnalité de services. Et donc, là, c'est un travail qui est en cours et l'ensemble des résultats seront bien sûr versés auprès d'Ora2E et du réseau régional sur l'achat durable. Au niveau de l'ADEME, on a aussi une boîte à outils avec différents outils sur notre site internet sur la commande publique. Donc, vous pourrez retrouver ça. Je vais vous mettre le petit lien aussi que vous pouvez retrouver. Et notamment, par rapport à ces outils, on a tout un ensemble d'infos sur les labels, la labellisation environnementale. Et ça, c'est un enjeu important. Et pour mieux s'y retrouver, parce qu'il y a beaucoup de labels différents types, et pour mieux s'y retrouver dans les labels, on a publié un petit guide que vous retrouverez aussi sur notre site internet. Donc voilà, merci à l'animation par notre AMO. Merci à Ora2E et merci à tous pour votre participation. Je te laisse, Johan, continuer. Merci, Sylvain. Pour cette introduction. À toi, Johan. Merci, Sylvain. Bonjour à tous. Donc, Johan de l'Adréal. Alors, moi, je ne prétends pas être l'expert de l'achat durable, et j'ai fait une petite recherche pour vous mettre en avant un peu les éléments clés que j'ai retrouvés. Je pense déjà c'est important de savoir qu'au niveau des concepts, effectivement, il y a l'achat durable, on parle aussi d'achat responsable, de services éco-responsables. Donc, je trouve que c'est des mots-clés à connaître après pour faire une recherche. Ce que je trouve intéressant effectivement sur ce sujet-là, ce que je trouve formidable, c'est qu'en fait, il y a une prise directe sur le milieu économique, sur le secteur économique, et ça permet donc de donner du sens à l'achat finalement, qui est un acte économique, et donc d'orienter en faveur de la transition énergétique. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une opportunité. Alors sur les recherches, je voulais vous signaler quand même des éléments clés, je pense, qui sont importants à connaître, en complément de ce qui vous sera présenté plus après sur les outils régionaux. D'une part, pour vous signaler effectivement que peut-être en 2008, avec la loi Grenelle, il y avait eu une forte impulsion sur justement tout ce qui était achat durable. Il y avait eu des guides qui étaient sortis à cette époque. Et puis après, il y a eu peut-être un petit tassement. Et là, il y a eu une nouvelle dynamique, notamment avec une annonce le 12 février 2020 par la ministre suite au Conseil de défense écologique, où ils ont annoncé en fait 20 mesures obligatoires pour tous les services de l'État et ses opérateurs. Et donc, ça va rentrer ce sera mis en œuvre dès juillet, dès ce mois-ci. Donc, c'est des mesures obligatoires pour les services, notamment sur la partie achat durable. Donc, voilà, ça peut aussi vous donner des idées. Je trouve que c'est intéressant. Et dans ce cadre-là, il y a notamment une plateforme dédiée qui est en cours de montage. On vous donnera les liens après. Donc, c'est Réseau des acheteurs publics durables, intégrant le développement durable. Donc, c'est rapide.développement-durable.gouv.fr. Et donc qui vise notamment tout ce qui est services de l'État et des opérateurs, mais auxquels évidemment les services des collectivités territoriales sont invités, peuvent contribuer volontairement. Donc c'est vraiment un réseau professionnel sur le sujet.
L'autre point important, il me semble, c'est davantage, c'est qu'il y a une norme qui est relativement récente, puisqu'elle date de février 2017, sur les achats responsables. Donc, c'est l'ISO 20400 qui fournit une méthodologie très détaillée. Donc là, je trouve que c'est vraiment un outil super pratique que j'ai pu consulter là en ligne. L'autre point aussi important, c'est qu'il y a un observatoire. Donc ça, c'est super aussi en termes de ressources. Un observatoire national sur les achats responsables, Observar, qui est un think tank à la fois privé et public, et voilà, qui fait vraiment, qui prend d'ailleurs un baromètre sur les achats responsables, le baromètre 2020 qui vient de sortir, des tutoriels et des guides pratiques. Et pour terminer, pour information, le MTES, donc le ministère, est en cours d'élaboration d'un nouveau guide donc sur l'achat public durable qui devrait sortir là prochainement. Voilà, Ok, je laisse la très parole à bien. Nicolas. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Merci, Johan. Et effectivement, juste pour rebondir rapidement sur ce que tu disais, on organise ce webinaire dans la continuité de webinaires précédents là, sur la mobilisation des entreprises et Laurent aura l'occasion d'approfondir ce sujet-là. Mais l'idée, c'est bien aussi de faire de la commande publique durable un vrai levier de mobilisation des entreprises, qu'elles soient locales ou pas, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on voit bien à quel point on peut faire évoluer les pratiques au sein des entreprises grâce à la commande publique. C'est un peu tout l'enjeu. Alors juste, peut-être Laurent, si tu peux passer à la slide suivante, revenir rapidement, très rapidement sur les questionnaires. Il y a 17 personnes qui, tu peux cliquer, ouais, je crois qu'il y a deux choses là qui vont apparaître. 17 personnes qui ont répondu à ces questionnaires, donc sur vos besoins et attentes, notamment concernant le sujet de la commande publique durable. Donc on a vu avec Laurent qu'il y avait un vrai besoin de méthodologie, de boîte à outils, donc de levier assez opérationnel. Ça, c'était le premier point. Aussi, une deuxième attente sur, on va dire, la compréhension globale des enjeux. Donc, ça tombe bien, c'est deux aspects qui vont être évoqués aujourd'hui. Si on passe à la slide suivante, Laurent, voilà. Vas-y. Dans la continuité de cette première question, donc on vous demandait un peu de répondre à la question de savoir quelles étaient vos difficultés par rapport à ce sujet-là. Et ça rejoint l'idée que vous avez besoin d'une boîte à outils finalement. Vous manquez de méthodologie, de retour d'expérience, d'exemples, de cahiers des charges, de choses assez concrètes finalement qui peuvent vous aider à rédiger vos cahiers des charges. Donc ça, c'est un élément, je pense, important sur lequel on va pouvoir s'arrêter. Et puis, bien sûr, sur lequel Aura 2E aura aussi l'occasion par la suite de vous accompagner si besoin est. Si on passe à la slide suivante, donc de manière assez spécifique sur des aspects opérationnels, ce que vous nous dites, c'est déjà en amont de la rédaction du cahier des charges, comment on définit ses besoins, comment on sensibilise les services opérationnels, ceux qui sont en charge de la commande publique durable. Vous n'êtes pas forcément toujours à la manœuvre. Alors là, je pense que vous avez fait venir pour certains vos collègues des marchés et c'est une très bonne chose, mais sans doute dans toutes les collectivités, ce n'est pas aussi simple de travailler, disons, en transversalité. Comment on insère de manière, là aussi, assez concrète ces exigences dans les marchés publics. Comment on fait aussi pour mettre en avant l'enjeu de proximité, la question qui avait été posée déjà lors du précédent webinaire, de comment on peut éventuellement favoriser des entreprises locales. Ça, c'est des questions qui vous préoccupent et c'est tout à fait normal. Comment on intègre aussi la question des surcoûts éventuels liés à la dimension écologique qui peut générer effectivement des coûts additionnels sur un certain nombre de projets et de services. Et puis finalement, quels sont tous les sujets, toutes les thématiques qui peuvent être traitées dans le cadre de la commande publique durable, qu'il s'agisse de la qualité de l'air, des ressources locales, du bois par exemple, des matériaux biosourcés pour la construction, la rénovation, des choix énergétiques pour les transports en commun. Bref, c'est aussi tout ça qui aujourd'hui vous intéresse et qu'on va essayer d'approfondir un petit peu. Alors, on ne pourra pas tout faire évidemment en 1 heure et demie, mais on va essayer déjà de vous donner quelques pistes, et Laurent en particulier, que je remercie au passage. Et puis, autre question qui vient après évidemment la rédaction des projets de marché ou des cahiers des charges, c'est comment on analyse et on contrôle les offres de façon à ce qu'elles respectent ces différentes exigences. Pour passer sur… bon, voilà, je pense que c'est bon concernant le retour sur le questionnaire, si ce n'est peut-être la slide suivante qui nous permet juste de voir quels sont les différents sujets sur lesquels vous êtes déjà engagés
pour certains territoires en ce qui concerne la commande publique durable. Donc, il y a un territoire qui va construire son hôtel métropolitain en bois. Il y a un marché sur les transports en commun où donc on va essayer de favoriser le GNV. Il y a sujet qu'on va évoquer assez profondément avec Laurent, l'achat de produits d'entretien, le renouvellement de parcs informatiques également, le groupement de commandes pour la fourniture d'énergie. Et puis, en dernier lieu, ce qui peut être dit par rapport à ce sujet-là, c'est qu'évidemment, ça va être pour beaucoup de vos élus un vrai enjeu de faire de cette commande publique le levier un peu du changement, en tout cas un des leviers du changement des pratiques des acteurs économiques. Voilà pour ce qui est du retour sur le questionnaire. Merci à ceux qui y avaient répondu. Et puis, je te laisse la parole, Laurent, pour ensuite enchaîner sur… Nicolas, Oui. avant de passer à la suite, il y a une question de Laetitia qui demandait où est-ce qu'elle peut trouver les références du guide qui a été mentionné par Johan. Donc, si Johan, tu peux les écrire dans l'onglet conversation, Oui. que tout le monde puisse… Ok, merci. Tu peux le mettre, Johan, si tu veux, ouais, tout de suite. Ok, merci Ziad. Et ça me fait penser justement, Nicolas, pour la méthode, comment est-ce que tu veux qu'on procède je déroule Oui, tu déroules et puis peut-être on te coupera à certains moments avec Ziad pour poser les questions qui sont, qui sont moi, ça ne me posées gêne sur pas le du chat. tout que ça soit en flux continu. Ouais, c'est très bien, c'est parfait. Ce qui vous arrange. C'est plus dynamique comme ça, ouais. Voilà, c'est ça. On fera ça comme ça. Pas l'impression, comme les gens sont très silencieux en face nécessairement, c'est spécial comme… Oui, tout à fait. Non, mais on se permettra effectivement d'intervenir pour poser les questions. Ouais. Impeccable. Et puis, sinon, évidemment, le support, il est fourni. J'imagine que vous pouvez le diffuser. Enfin, voilà, dans vos habituels, quoi, évidemment. Tout à fait. Et l'enregistrement également. Hein. Voilà, pas de problème. Ok, merci beaucoup, effectivement, pour toute l'organisation et l'invitation. Donc, c'est un peu un challenge. Là, donc, 16h30, hein, c'est le maxi. Oui, c'est ça. Voilà, en 1h30 et quelques. Faire cette présentation obligatoirement en diagonale et discuter avec vous. Je pense que ça serait, si on arrive à le faire, important de revenir aussi sur les questions que tu as identifiées, effectivement, Nicolas, pour être sûr qu'on a bien fait le tour, mais a priori, elles sont bien présentes en filigrane ou explicitement dans la présentation que je vais vous faire. Alors, si je rentre un peu dans le vif du sujet, en l'occurrence, donc qu'est-ce que je voudrais vous dire en 5 temps? Avant de dire effectivement comment intégrer le développement durable dans le marché, effectivement, il faut se poser la question du pourquoi, parce que c'est c'est nos objectifs, nos intentions qu'on va transcrire dans les marchés. Alors, ça paraît évident de le dire, mais pas tant que ça, parce que si effectivement on le prend à l'envers, on a du mal à formaliser évidemment ses besoins, on vient de le dire, et le contenu de développement durable qu'on veut insérer. Des trucs et astuces en matière de code des marchés publics. Moi, je suis pas juriste. Notre mission, c'est pas de substituer à des gens bien plus pertinents dans ces métiers en termes de connaissances réglementaires et de marchés publics. Nous, notre apport, il est vraiment sur le développement durable. Et donc, on a une lecture différente, distanciée du code, en essayant de vous dire comment, à partir du code existant, on a vraiment tout un panel, une batterie d'outils existante qui rend difficile de ne pas intégrer le développement durable aujourd'hui dans ces marchés. Vraiment, on est quand même bien équipé en termes de support. J'insisterai sur notamment cette dimension, le troisième point, de la spécification, des spécifications techniques. Et la meilleure garantie qu'on puisse avoir en tant qu'acheteur public, ce sont les labels en tant que tels. Et avant-dernier point, je vous rappellerai effectivement, je vous donnerai des clés parce que ce qui nous intéresse dans une formation, c'est ensuite d'être autonome. Hein. Donc, je vous donnerai quelques clés pour rentrer au bureau devant votre écran blanc, comment on peut intégrer comment on peut mettre en œuvre, rédiger concrètement un marché qui va intégrer des clauses ou des critères environnementaux et ou sociaux, va intégrer le développement durable, l'économie circulaire dans ces marchés. C'est quoi la méthode? Et enfin, effectivement, par rapport aux outils ou guides pratiques, je vous ai mis en conclusion, de mon point de vue, des outils, des guides vraiment qu'il faut connaître, indispensables et très, très pratiques, qui permettent justement de répondre au point 4 dès lors qu'on a fait les 3 premiers pas. Merci Laurent. Juste, il y a une remarque qui est faite par Kevin concernant la qualité du son. Il entend des chuintements. Est-ce que tu aurais par hasard un micro, quelque chose qui pourrait améliorer le son de ton côté? Non.
Je suis en direct sur le PC, malheureusement. D'accord, bon, j'espère que ça va aller quand même. Ouais. Est-ce que tous les micros externes sont bien fermés? Il y a que le. C'est peut-être parce que il y a peut-être aussi des micros externes qui sont en dehors de moi, qui sont ouverts, je sais pas. Je crois pas, à part le mien, mais je peux couper le mien de toute Ouais. façon. Je Mais vois Sylvain peut-être aussi, mais je crois pas qu'il ait le choix. Ouais, voilà. Mais non, je suis désolé, ça c'est mon micro. Je peux pas vous faire mieux. Vous me dites, effectivement, si c'est trop compliqué, je me rapproche au maximum de mon PC. L'agence régionale, je vais vraiment diagonaliser, ça vous le savez, a priori, je pense. Hein, donc, agence régionale, un outil territorial au service des acteurs locaux, régionaux, soutenus par un certain nombre de partenaires de MONDA, dont l'ADEME, l'Europe et des collectivités territoriales de la région, sur 3 types de missions: l'expertise technique, financière, réglementaire, et ici, ce qui nous intéresse, sur la commande publique durable. Une mission de l'observation avec les différents observatoires qu'on peut développer sur climat, énergie chez nous, pour le compte de nos partenaires, l'Adréal, l'ADEME bien sûr. Et puis l'accompagnement, ce que tu disais Nicolas, notre mission c'est évidemment explicitement grâce au financement historique vraiment de l'origine, hein, depuis bientôt 20 ans sur la commande publique durable. Donc c'est de vous accompagner pour vous aider à faire en termes d'organisation et de contenu, avec des formations et des accompagnements opérationnels à la carte, selon les demandes. alors, Je parle peut-être. c'est pas exceptionnel au niveau du son. Je suis désolé, Laurent. Je suis pas sûr qu'il faille t'approcher du micro. Et je pense que ta connexion est pas top top. Alors, je vais fermer tous les autres accès Internet pour être sûr d'économiser la Et bande. c'est vrai qu'il y a une sorte de petit chuintement derrière. Ouais, ouais. Mais bon, je pense pas que tu puisses y faire grand-chose. Ouais. Attends, je vais essayer de fermer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? Je libère de la bande passante, on sait jamais. Moi, je t'entends pas trop mal. Il y a ce petit chuintement. J'espère que ça ira à partir de maintenant. Voilà. Bon, a priori, je n'ai plus que Zoom ouvert, hein. Donc là, je peux pas faire mieux. Ouais, ok, bon, on va Hein. la tenter comme ça. Dites-nous hein, si c'est mieux ou moins bien. Euh, donc je continue donc en ouverture, donc rappeler effectivement le réseau sur lequel effectivement on s'appuie pour travailler. C'est un vieux réseau, on l'a dit, hein, donc depuis 2002, qui réunit exclusivement des acteurs publics, hein. Il n'y a pas d'acteurs privés dans ce réseau. C'est un choix des membres du réseau de travailler entre acheteurs publics, donc des 3 fonctions publiques territoriales, hospitalières et de l'État. C'est le réseau régional sur l'éco-responsabilité et le développement durable, donc qui vous est représenté ici en région Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est un des 10 pour les vite réseaux français qui existent. Vous voyez, avec une grosse représentation plutôt dans la partie ouest quand même française et en PACA. L'ensemble des réseaux étant animés sous un réseau national, un inter-réseau par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Sont membres de ce réseau un grand nombre de collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais plutôt du coup les services commandes publiques, marché, quoi, c'est ça? Oui, non, c'est-à-dire que oui, il y a un grand nombre de collectivités, enfin un grand nombre, il y a 500 acteurs qui sont membres, il n'y a pas d'adhésion, hein, ce sont des acteurs qui participent, hein, qui s'inscrivent, qui viennent aux réunions, dans les groupes de travail thématiques, mais donc que des acteurs publics de toutes les fonctions publiques. Voilà. Très bien. Ce qu'on y fait, on se rend compte, on travaille sur des thématiques, on échange, on rédige ensemble, on élabore des cahiers des charges, on partage ces cahiers des charges, on les met sur le site internet d'Euro 2 heures, on publie des guides ensemble, on va réactualiser celui que je vous ai présenté, c'est le dernier, même il est un peu ancien, 2016, il est quand même à jour de la réglementation au numéro près des articles dans la version du code 2019. On accompagne, hein, une cinquantaine d'accompagnements annuels, et on met en place des formations, encore une fois, je vous l'ai dit, des conférences, des événements sur le thème de la commande publique durable. Pour rentrer sur le sujet, donc de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de commande publique durable? Il n'y a pas vraiment de définition réglementaire. La meilleure définition qu'on ait, elle est tout à fait valide, hein, puisqu'elle est extraite du Plan national d'action sur les achats publics durables, le PNAPD, dans la version en cours 2015-2020. Donc l'État est en train de rédiger sa nouvelle mouture, hein, sa 3e mouture de ce plan national. Mais dans cette ancienne mouture, une mouture actuelle, on dit des choses qui sont vraiment importantes à conserver, à avoir en tête, parce qu'elles dépassent largement la vision
la vision classique juridique, strictement réglementaire, qu'on peut avoir de définition des achats de la commande publique durable. Je reviens 2 secondes, excuse-moi, sur ta question. Évidemment, dans le réseau, il n'y a pas que des acheteurs et des responsables de marché. Excuse-moi. Il y a aussi des opérateurs techniques qui passent les marchés en direct. Ça Ouais. dépend de collectivités. Il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas des services forcément dédiés. Ça dépend de la taille des collectivités. Et souvent, les opérateurs techniques, on peut dire larges, sont eux-mêmes responsables, évidemment, de la passation des marchés, ou alors fournissent leurs besoins à des responsables de marché qui mettent en musique, qui mettent en forme au niveau réglementaire. Donc, dans le réseau, on a à la fois des gens qui posent la question et des gens qui savent rédiger le marché. Ouais, d'accord. C'est ça la composition réelle du marché. Des techniciens, des juristes. Donc, c'est quoi la définition qui est donnée par le plan des achats publics, des achats durables? Bon, alors sans surprise pour le premier terme, hein, donc un achat public, c'est un achat qui intègre le développement durable, d'accord? C'est-à-dire l'environnement, le social et l'économique. Et ça, évidemment, on est d'accord sur cette définition, donc conjointe des 3 dimensions qu'on connaît de définition de développement durable. Mais après, effectivement, ça perturbe plus déjà l'acheteur, le juriste. Surtout le deuxième point, par exemple, il prend en compte l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes concernées par l'acte d'achat. C'est-à-dire qu'ici, on nous dit qu'un achat durable, c'est pas qu'une pièce réglementaire, finalement. On nous dit que c'est aussi un document qui est co-élaboré avec les parties prenantes et qui dépasse donc largement, a priori, évidemment, le seul juriste responsable de marché ou opérateur technique qui poserait la question. On a évidemment derrière cette notion des questions qui vous intéressent très directement, qui sont les usagers, les utilisateurs, hein, services en interne, mais aussi population, acteurs en externe. Et au-delà des usagers et des utilisateurs, c'est aussi la question ensemble des parties prenantes concernées, sur lesquelles on reviendra, Nicolas en parlait un instant. Ça concerne aussi évidemment les entreprises, fournisseurs susceptibles de répondre, qui par définition vont répondre évidemment à la consultation, au marché, mais qui sont aussi, heureusement, capables de propositions, d'innovation, et donc avec leur force de conviction, de faire évoluer progressivement les cahiers des charges qui sont proposés par vous tous, pouvoir adjudicateurs, maître d'ouvrage. Il y a une interaction évidemment entre le territoire, les entreprises et les responsables de marché. Donc l'ensemble des parties prenantes, ça c'est une dimension perturbante pour l'achat traditionnel parce que comment dire, c'est pas écrit dans le code hein, en tant que tel. C'est pas quelque chose qui est réglementé formellement. C'est quelque chose qui est très nouveau pour beaucoup effectivement de responsables de marché et d'acheteurs et qui nécessite évidemment une autre méthode, des moyens, du temps, de la programmation pour réussir à faire cette intégration des parties prenantes. Et donc évidemment, ça pose toute la question de l'organisation sur laquelle je reviendrai, de la structure qui permet évidemment d'intégrer correctement ces parties prenantes. Troisième point, réaliser des économies intelligentes. Ben, ça aussi, ça nous intéresse. Hein. Donc, au plus près du besoin, en incitant la sobriété en termes d'énergie et de ressources. Ben, précisément, une économie intelligente, elle le dit, quoi. On parle de sobriété, en réalité. Hein. C'est tout à fait cohérent avec le code lui-même, pour le coup. C'est une dimension très forte du code qui rappelle que tout ça se fait effectivement dans la recherche de l'économie des deniers publics. Hein, c'est cite le code. Donc, on est dans ce souci économique, mais on est aussi dans ce souci de la non-consommation quelque part, ou de la consommation au plus près, ajustée, adaptée aux réels besoins de celui qui pose la question. Donc, on est précisément plus systématiquement dans le renouvellement à égalité, à parité dans l'historique de ce qu'on faisait, mais on s'interroge effectivement sur la question est-elle bien posée, est-ce qu'on a toujours ces besoins, comment nos besoins ont évolué, quels sont nos besoins, quelles sont nos pratiques en regard, que font les autres, comment je peux faire évoluer ces besoins pour répondre au mieux effectivement à mes comportements réels internes actuels. Et la dernière étape, et ça c'est très fortement intégré, ça a vraiment été formalisé dans le code 2019, qui nous gère aujourd'hui, hein, qui gère les marchés publics en général. Donc un achat public durable, c'est un achat qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation. On dit notamment dans le code des marchés publics maintenant qu'on peut intégrer des prescriptions environnementales à toutes les étapes du cycle de vie, par exemple.
qui est formalisé de façon explicite maintenant dans le code. On le faisait de façon implicite dans la version 2006 jusqu'à présent. Mais la version 2019 l'a écrit clairement dans toutes les étapes du marché. Et là, on intègre donc cette notion d'analyse de cycle de vie et on dépasse l'usage immédiat et direct du produit, du marché, du service, des travaux qu'on fait à ce moment-là. Et du coup, c'est cohérent aussi avec une disposition qu'on verra dans un instant extrêmement importante du code qui dit la fin du prix et que maintenant, désormais, on devrait raisonner autant que possible, on connaît bien la difficulté, pour le coup, sur une dimension de coût global. Précisément dans la logique de dire, si on est capable de raisonner, d'intégrer toutes les étapes du marché de la vie des produits de la prestation, le prix historique, il doit être intégré, il doit se répercuter aux différentes étapes du cycle de vie. Et un prix aux différentes étapes, ça s'appelle un coût. Et un coût plus ou moins global selon qu'on élargit le cycle de vie depuis la production, la transformation, la distribution, le transport, l'usage, la famille. Donc cette dimension, elle est vraiment importante à entendre, à avoir en tête cette définition de la commande publique durable. Oui, j'ai cru entendre une remarque. Non, j'allais juste dire, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, notamment sur ces éléments de définition, que ce soit via le chat ou même en ouvrant vos micros. L'idée, c'est qu'on puisse, et Laurent, répondre à ces questions en direct. Ouais, désolé. Ça serait mieux. Pourquoi? Alors du coup, sachant ces éléments-là, déjà qui nous disent que quand même, on voit bien qu'on est sorti du modèle historique stricto sensu de l'achat, avec des achats durables, on est passé à une autre dimension qui intègre les 4 dimensions supplémentaires que je vais vous dire. Donc il y a une question qui est importante sur laquelle il faut revenir aussi, c'est le pourquoi. Pourquoi intégrer l'élément durable dans le marché? Ça rejoint une des questions que tu as pointées, Nicolas, dans ton sens de question. C'est la question qui est centrale, le nerf de la guerre, qui en général fait qu'on ne va pas plus loin dans la réflexion, c'est le budget, le coût, le surcoût qu'on nous oppose. Et c'est normal qu'on en parle évidemment, complètement légitime, qui serait dû systématiquement aux achats durables. Donc là, c'est une dimension essentielle et je vais évidemment essayer de vous donner des éléments supplémentaires, pas forcément discuter de l'ensemble de cette diapo, mais moi, les premiers points qui me semblent un peu importants à décortiquer. On a des marchés, la plupart de nos marchés sont des marchés à durée de vie très courte, qui vont être de 3 plus 1 an renouvelables, pour la plupart d'entre eux, décidément. Donc on a un renouvellement extrêmement rapide, parce qu'un marché de 4 ans, on va dire, 3 ou 4 ans, il va se mettre en œuvre, et dès la deuxième année, si vous faites un peu de programmation, vous allez déjà commencer à penser au fait que l'année d'après, vous allez devoir penser au renouvellement de votre marché. Donc, on est dans des dispositions extrêmement rapides qui sont à la hauteur de l'évolution de l'économie et c'est logique, du coup, il y a évidemment une cohérence entre les deux, et de l'offre technique en face. L'offre, clairement, le développement durable est un secteur économique extrêmement porteur et là où il y a du business, effectivement, pour le dire dans le même langage, il y a des entreprises qui sont intéressées pour travailler sur le développement durable. Donc, le renouvellement extrêmement rapide des marchés fait qu'effectivement, on a en face des offres qui s'étoffent extrêmement rapidement et qui font qu'il y a de nombreux secteurs qui, il y a quelques années, étaient effectivement en surcoût, sont passés évidemment à coût égal ou à des coûts inférieurs aujourd'hui. Parce que tout simplement, il y a eu une demande soutenue, croissante, qui a fait que l'offre a pu s'étayer, se renforcer, s'améliorer et que le coût a baissé. Et donc, la première précaution, évidemment, que je donne dans ces marchés durables, c'est surtout pas de rester sur la mémoire qu'on a des marchés précédents, où on avait peut-être des contre-références budgétaires, économiques, de coûts. Mais bien regarder de près, effectivement, l'évolution constante de ces marchés, parce qu'on a des évolutions parfois extrêmement rapides qui font que d'un seul coup, l'offre qui était peut-être au-dessus de ce qu'on était capable de supporter est devenue dans une offre banale, financièrement acceptable, accessible. Donc c'est une situation très dynamique et sur lequel, effectivement, il faut rester en veille permanente pour s'assurer qu'on n'est pas passé dans quelque chose qui est financièrement acceptable. Donc le systématiquement plus cher, c'est un postulat qui est faux a priori.
et qu'il faut vérifier systématiquement. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question du coût global. Alors, on est très contents tous que le code nous ait ouvert cette possibilité explicite, enfin même pas ouvert, parce qu'aujourd'hui, il nous dit clairement que je vous le dis, le prix est mort, vive le coût. Aujourd'hui, on doit raisonner en termes de coût global, on va y revenir. À ceci près que, enfin, moi je le dis de façon pragmatique, hein, à part certains outils sur certains types de marchés, alors dans le domaine de l'énergie, on est un peu mieux équipé qu'ailleurs, hein, précisément, pour les bâtiments, pour les véhicules, pour la consommation d'énergie, on est capable de transcrire nos consommations, nos kilowattheures en coût, évidemment, pour le matériel informatique, en veille, en usage, sur la durée de vie de l'équipement ou de l'installation, ou pour les carburants consommés en fonction de la puissance du véhicule, des kilomètres parcourus et la durée de vie du véhicule. On arrive relativement sur les marchés énergétiques à faire ces calculs et d'avoir des coûts qui s'approchent du coût global, au moins en tout cas sur le coût intégrant le prix d'acquisition, le prix de fonctionnement, le prix de maintenance, le prix de déconstruction aux fins de vie du produit, du bâtiment. Mais sorti, je dirais, du grand secteur énergétique, ce qui est quand même une toute petite partie des marchés qu'on est amené à passer, et ben c'est vrai qu'on est quand même très mal équipé en termes d'outils accessibles pour une collectivité locale qui lui permettent d'avoir une offre en termes de coût global. Donc, moi, la réponse qu'on a tendance à donner, c'est de dire, encore une fois, l'incitation, elle est cohérente avec ce qu'on recherche, le coût réel de ce qu'on paye, c'est pas seulement le prix, mais si on n'a pas forcément la méthode objective pour le calculer, on sait qu'une recherche de l'implication maximum des coûts externes de l'ensemble du cycle de vie, et y compris les externalités environnementales, ben on sait que cette recherche d'un coût global s'approche de la réalité du coût par rapport à un prix strict qui fera qu'en réalité, votre communauté supporterait des coûts bien supérieurs et qui rendrait du coup le produit, le marché bien plus difficile à supporter en réalité que ce qui peut apparaître sur le simple papier de son prix, quoi. Comme on n'est pas bien équipé en termes de méthode pour ces autres marchés hors énergie, l'idée c'est de sans arrêt affirmer cette volonté, votre volonté en tant que responsable de marché ou conseil auprès des responsables de marché, de dire on cherche à raisonner, c'est le code qui nous le dit, en termes de coût global, on sait que ça pèse sur notre communauté. Vous qui êtes fournisseur, prestataire, bureau d'études, AMO qui nous accompagnez, proposez-nous effectivement une méthode, faites-nous une proposition qui permet d'approcher, explicitez-la, qui nous permet d'approcher effectivement ce coût global pour mon marché, pour que je puisse juger réellement l'offre que vous allez me faire. Et évidemment, l'idée derrière tout ça, c'est qu'à force de poser la question, on puisse bénéficier progressivement d'outils de plus en plus solides, robustes, et qui deviennent plus banals et accessibles au plus grand nombre. Troisième dimension. Laurent, excuse-moi, je me permets juste de t'indiquer qu'il est déjà 15h15, donc si on veut peut-être aborder aussi la question des leviers, On y va, peut-être t'inquiète pas. accélérer Je sur les juste te enjeux. laisser. Ouais. Ouais, j'entends bien. Merci à toi. Ouais. J'entends bien, mais là, pour répondre à la question du coût, c'est quand même important de la préciser. Ouais, tout à fait. Ouais. Je vais passer bien plus rapidement sur les autres. Les achats groupés, justement, par rapport au coût, dernier élément donc, important. Quand on constate effectivement, au-delà de ce que je viens de dire, les marchés qui évoluent très rapidement, le fait que si on raisonne en termes de coût global, on peut resserrer les coûts par rapport au prix initial connu. Si on arrive à raisonner en termes d'achats groupés, c'est-à-dire se constituer des groupements, en définition même temporaire, des groupements de commandes, ou passer par une centrale d'achat régionale, en l'occurrence, il y en a une ici en Auvergne-Rhône-Alpes, on a la capacité effectivement d'effacer par la quantité qu'on achète le surcoût potentiel qu'on constate. Et ce n'est pas propre du tout évidemment aux achats durables, c'est vrai pour n'importe quel type d'achat, durable ou pas. L'achat en masse fait qu'on réduit évidemment les surcoûts, on réduit les coûts. Et donc le grand avantage de l'achat groupé, du groupement de commandes par exemple, ou de la centrale
pour le développement durable, c'est qu'on a pour le même prix un marché qui va intégrer du coup des prescriptions, par exemple, environnementales. Et donc, ça vous permet évidemment de monter en performance pour le même prix à minima. Et enfin, le dernier point, c'est la question de l'accompagnement et du surcoût, savoir que qu'est-ce qu'on est capable de supporter en termes de coût global. On disait, je constate un surcoût, mais on sait qu'effectivement, en réalité, le surcoût il peut être quand même assez marginal, avec une offre environnementale très bonifiée. Et donc, jusqu'où la collectivité est-elle capable d'aller par rapport à une offre banale qui ne serait pas du tout environnementale? Est-ce qu'elle est susceptible d'accepter 1, 2, 5, 10% de dépassement par rapport à un marché traditionnel, sachant que on va avoir des prescriptions environnementales et sociales ou sanitaires bien supérieures par rapport à un marché classique qui ne répondrait pas. C'est tout ça qui va faire qu'on va pouvoir supporter ou pas l'idée de ce surcoût. Je vais passer plus rapidement sur les dimensions sociales et environnementales, parce que la question vraiment du coup, elle était posée au départ en disant qu'est-ce que je fais pour réduire les surcoûts. J'essaie de vous donner des éléments de réponse un peu rapides. Il n'y a pas de questions sur les questions de coûts, des surcoûts. Encore une fois, n'hésitez pas. Vous y avez sans doute déjà été confronté malgré tout à ces sujets-là ou au questionnement de vos élus. Pas de questions. Ouais, sur les enjeux sociaux, c'est évidemment au cœur évidemment du développement durable. Il n'y a pas que la dimension environnementale, c'est bien de le rappeler. Donc la dimension sociale, elle concerne à la fois la question de l'insertion, par exemple, des personnes en difficulté, la question des droits des populations et des bonnes conditions de travail, des droits internationaux, des grandes conventions internationales qu'on a pu signer au niveau mondial. Le fait que, à l'interface de l'économie, du social et de l'environnement, le commerce équitable, par exemple, qui permet de rémunérer correctement les producteurs au niveau mondial, plus particulièrement dans les pays du Sud, mais pas seulement. Et puis, donc ça concerne plutôt les autres, mais ça concerne aussi des utilisateurs ou des producteurs, des gens qui mettent en œuvre la question de la santé. Typiquement, on cite souvent évidemment l'usage de produits eux-mêmes toxiques, les artisans par exemple, l'utilisation de matériel informatique. Effectivement, là, on est tous exposés en ce moment à un matériel qui est plus ou moins nocif que sont les caractéristiques qu'on a demandé et imposées au départ. Les natures des produits qu'on utilise dans un bâtiment, où on passe pour sans doute la plupart d'entre vous comme moi l'essentiel de notre temps. Des produits de nettoyage, du mobilier, des revêtements au sol, des peintures dans le bâtiment. Tout ça, évidemment, a un impact clair sur la santé. On sait par exemple que les allergies sont sans doute une des problématiques principales de ce siècle. Toutes ces dimensions, c'est une des dimensions qu'on peut intégrer explicitement, évidemment, dans un marché. Et enfin, la dernière dimension, elle est évidente, on pense tout de suite à elle quand on parle de développement durable dans la commande publique, c'est la dimension environnementale, la dimension écologique. Et alors là, juste un message, ne pas centrer ou plutôt résumer l'approche environnementale à la seule dimension de lutte contre le changement climatique et consommation d'énergie. Alors, nous tous, vous, TEPOS, nous tous, acteurs de l'énergie, de l'environnement, on sait bien que c'est la priorité, encore une fois, de ce siècle, mais je dirais qu'il n'y a pas que l'effet de serre, en l'occurrence, qui continue à se manifester. On parle plus, quand même, depuis quelques temps maintenant, des problèmes de biodiversité. On a beaucoup occulté quand même les dimensions, quand on est revenu un petit peu ces derniers temps, parce que ça se voyait sur les problèmes de trous dans la couche d'ozone, d'eutrophisation des eaux, ça ressort régulièrement avec les vacances. Les problèmes de qualité de l'air, je viens de dire. Voilà, au-delà de l'effet de serre, du changement climatique, la déforestation, la destruction de la forêt primaire, l'acidification de l'ozone, tout ça sont des dimensions qui n'ont pas disparu et qu'on peut explicitement écrire, évidemment, quand on travaille sur le bois, le mobilier, par exemple, avec des forêts gérées durablement dans ces marchés, dans les cahiers des charges qu'on est en train de rédiger. On posait la question des arguments qu'on peut développer pour essayer de convaincre ses collègues ou les élus en termes de développement durable. Comment est-ce qu'on fait pour les motiver, les mobiliser? Alors, désolé, c'est très difficile de convaincre quelqu'un. Moi, j'ai tendance à dire ça. Je parle juste le discours. Je le dis pour moi.
Je crois plus avec conviction par l'action, en l'occurrence. C'est-à-dire essayer de commencer par des petits pas s'il faut, si on n'est pas en face, on n'a pas en face de nous des gens très volontaires qui disent on y va, on change de façon massive. Il vaut mieux effectivement progresser, c'est un peu une stratégie évidemment, hein. Chacun la sienne, et nous on propose ça aussi, donc de rentrer dans ce champ du développement durable en faisant la démonstration sur des marchés dont on est sûr qu'ils vont fonctionner, que vont pouvoir entraîner, qui vont réussir et qui vont progressivement nous permettre d'élargir le champ des marchés à un impact beaucoup plus large, beaucoup plus significatif, beaucoup plus coûteux et beaucoup plus conflictuel en général aussi, quoi. Donc, plutôt que de s'attaquer d'office, par exemple, je ne vous conseille pas si vous n'avez jamais fait de développement durable dans vos marchés sur votre territoire, je ne vous conseille pas d'office d'essayer de toucher tous les lots d'un bâtiment, par exemple, de prétendre effectivement de faire que ça va être votre priorité, votre premier marché, s'il n'y a pas évidemment une volonté politique explicite avec les moyens qui vont en face. Parce que encore une fois, un bâtiment, c'est 20, 30 lots, et autant de marchés en face, extrêmement complexe, avec une programmation sur des années. Et donc, c'est un peu le summum de la complexité, pas forcément du tout évident pour commencer à faire la démonstration. Il vaut commencer sur des choses beaucoup plus, encore une fois, accessibles. Les argumentaires, alors pour convaincre les gens qui sont en face de nous, j'ai essayé de vous les représenter sur cette image. Alors, pour certains, c'est le premier point. Alors là, il y a pas d'effort à faire. C'est qu'on a déjà en face de nous des gens qui sont intéressés, qui posent cette question. C'est rappeler que par définition, les achats durables, ils cherchent à intégrer des prescriptions environnementales, sociales et économiques dans les trois dimensions. C'est la définition. Donc, c'est parce que vous cherchez à répondre aux enjeux du développement durable que vous allez chercher à intégrer l'environnement, l'économie sociale dans vos marchés. Donc ça, c'est peut-être une première dimension en disant en cohérence avec notre territoire, avec notre politique, avec les changements qu'on voit de la demande des citoyens actuels. On comprend bien qu'on doit travailler aujourd'hui de plus en plus sur ce champ de développement durable. Ça peut être une première affirmation, on rappelle. En général, c'est évidemment pas le champ dominant, et ça serait sinon il n'y aurait pas cette formation. Donc, on est obligé d'utiliser d'autres arguments, on essaie de les combiner. Le deuxième type d'argument, c'est de dire en réalité que vous allez vous positionner sur un champ plutôt du bon fonctionnement de la structure, de sa bonne organisation, de son management. Et donc, vous allez vous interroger dans un souci de bon gestionnaire vous allez vous interroger sur les besoins et les pratiques de votre organisation, de votre territoire, et chercher à répondre au mieux à ces besoins. Donc, c'est pas considéré, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas considéré, encore une fois, le marché précédent ou en cours comme un marché définitif qu'on renouvellerait à l'identique. Ce qui est quand même, quand on regarde l'essentiel des marchés, la tendance très dominante par manque de temps, hein, la plupart du temps. C'est-à-dire que les changements de cahier des charges fondamentaux d'un marché à l'autre sont quand même relativement rares. C'est moins qu'on puisse dire, l'évolution elle est très graduelle, voire vraiment très faible. Donc s'interroger au départ sur les besoins et les pratiques, parce que tout simplement vous allez dire si je veux faire du développement durable, ça veut dire que je m'interroge sur les conséquences environnementales et sociales de mes achats. Et donc, je vais essayer d'identifier les impacts, les quantités, les flux, les comportements, les pratiques effectivement de mes usagers, mes collègues. Et à ce moment-là, je pourrais répondre au mieux en fonction de ces impacts, à ces besoins, et savoir s'il faut que j'achète quelle quantité, pour quels besoins, ou si je faut peut-être que je change mes comportements et que c'est pas utile forcément de toujours acheter de cette façon parce qu'en réalité, il y a des pratiques historiques qui sont plus forcément indispensables, valides aujourd'hui et qu'on a évolué. Donc, la modification des besoins et des pratiques, c'est quelque chose qui va interroger la collectivité parce que ça va permettre de la moderniser, de l'adapter, d'innover, de la réorganiser et éventuellement, potentiellement derrière, en faisant du développement durable, du coup, faire des économies potentiellement sur le territoire. Et là, il sera intéressant sur ce sujet-là des besoins et des pratiques aussi d'avoir éventuellement des retours d'expérience. Alors, je sais qu'il y a certains territoires qui ont fait ce travail-là un petit peu au préalable de mise en transversalité, c'est-à-dire de travail partenarial entre différents services pour faire que les besoins des uns et des autres convergent d'une certaine manière. Et donc, on aura l'occasion aussi d'écouter tout à l'heure peut-être Sophie Moncorgé là, de l'Accord qui a
proposer, alors sans doute pas toute seule, mais une boîte à outils qui permet justement d'intégrer la dimension durable dans les marchés publics en lien avec tous les services de la collectivité, mais aussi des communes. Et je pense que c'est ce genre d'outils aussi qui peuvent être utiles au territoire et à ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, puisque effectivement, au-delà de ces principes qui sont fondamentaux, l'idée c'est de savoir comment on s'y prend concrètement pour passer à l'acte, quoi. Ouais. Troisième argumentaire, donc on a dit on est convaincu de développement durable, on montre on peut évoluer sur nos besoins et nos pratiques. Et troisième exemple, troisième argumentaire, c'est de dire on s'applique à soi-même ce qu'on dit aux autres, on est soi-même exemplaire. C'est-à-dire que par définition, la commande publique concerne l'acteur public. C'est ses marchés en tant que tel. Et donc, ça serait quand même logique que le territoire en tant que tel, l'organisation qui préconise des politiques publiques, qui dit à ses contribuables, à ses citoyens, à ses entreprises, les bonnes pratiques à mettre en œuvre collectivement, qu'elle mette en œuvre elle-même, que cette organisation, vous tous, vous puissiez mettre en œuvre vous-même des pratiques vertueuses sur le premier champ qui vous concerne, vos achats. Donc, c'est une logique, effectivement, qui dit, encore une fois, je ne dis pas seulement aux autres de le faire, mais moi-même, je suis déjà vertueux, je me montre comme super agent, je montre effectivement que une démarche vertueuse à travers mes marchés. Et avant-dernier argumentaire peut-être, c'est effectivement dire que globalement, si je m'interroge sur mes besoins, mes pratiques, que je montre l'exemple, que j'intègre le développement durable, au final, je vais améliorer, je vais chercher à faire effectivement améliorer le fonctionnement de mes prestations, le fonctionnement de mes services. Et ça aussi, ça parle à un directeur des services, ça parle à un élu, ça parle à un maire. De dire en se réinterrogeant, en voyant ce qui se passe ailleurs, en montrant l'exemple, en cherchant à faire des économies, en achetant avec d'autres, en voyant les bons exemples, j'améliore ma qualité et mon fonctionnement. Il y a quelque part une concurrence des collectivités entre elles. Ma tendance, c'est plutôt au regroupement que à l'augmentation, à l'apparition de collectivités locales en France. C'est une tendance lourde. Donc, il y a aussi à montrer effectivement en quoi on est pertinent aujourd'hui par rapport à l'évolution de la société. Et le dernier argument, alors il est très mauvais, mais théoriquement, c'est celui qui s'impose devant les autres. C'est que le Code des marchés publics, depuis 2006, maintenant et pas seulement depuis 2019, donc ça fait quand même bientôt 15 ans, nous dit l'obligation de prendre en compte des objectifs du développement durable dans la définition de ses besoins. Donc, en disant ça, on dit tout simplement, alors c'est très désagréable à entendre, on dirait à un élu, vous n'avez pas le choix, c'est une obligation réglementaire et donc vous devez le faire. Et évidemment, un élu ou à n'importe qui, c'est pas très motivant et je trouve qu'il y a évidemment beaucoup mieux pour convaincre par rapport aux autres arguments précédents là. Mais en tant que conseil des élus, on a aussi cette obligation de conseil. Et donc, il faut rappeler, parce que s'il y a une obligation, il y a un conseil, il y a une obligation, oui, il y a aussi un risque derrière. Il y a la capacité pour des fournisseurs, qui sont plutôt des majors que des petites entreprises locales, évidemment, d'un jour dire qu'ils en ont marre qu'une collectivité X, Y ou Z, finalement, en s'appuyant sur le code, n'intègre pas suffisamment des objectifs de développement durable, alors qu'eux feraient une offre, parce qu'au niveau international, ils sont très forts et ils savent le faire, et que vous ne les avez pas retenus au niveau local. Donc, s'il y a un recours un jour, effectivement, sur votre marché, et que vous n'êtes pas capable de prouver que vous avez bien intégré le développement durable dans la définition de vos besoins, dans la définition des besoins, ça veut dire avant de lancer la consultation en tant que telle du marché. On n'est pas dans la procédure, c'est dans la définition de vos besoins. Donc, il faut pouvoir prouver au juge que vous avez des éléments datés, techniques, objectifs, qui montrent que vous avez bien intégré le développement durable dans cette définition des besoins. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, évidemment, vous perdrez, le marché sera cassé en contrôle de légalité, il y aura un recours en préfecture et vous perdrez le marché. Vous serez obligé de repasser, effectivement, sans compter les pénalités, enfin, le coût que ça peut représenter pour vous et la perte de temps, la complexité technique que ça peut représenter, l'image pour vous. Donc, simplement, c'est aussi à nous, rôle, dans nous tous, ici, aujourd'hui, dans notre rôle de conseil, de rappeler aussi cette obligation qui est désagréable, mais qui est réelle et qui correspond à l'évolution de la société. Ok. Est-ce qu'il y a des questions à l'issue de cette présentation des grands enjeux ou des retours d'expérience? C'est le moment avant qu'on passe à une dimension plus opérationnelle sur les leviers.
Pas de questions, vous êtes très silencieux, vous écoutez. T'es sûr qu'il y a du monde quand même, Nicolas? Ils sont 40, ouais. Moi, je vois 40 personnes. Vous pouvez de toute façon garder vos questions pour plus tard. Du coup, Laurent, il est 15h30, donc voilà, juste pour ton information. Très bien. Ouais. Je surveille. Parfait. Alors, comment intégrer le développement durable effectivement dans ces marchés? J'ai bien senti que Nicolas, au départ, il était inquiet que je lui fasse un cours de droit, mais non, je ne vais vraiment pas faire ça. Je vous rassure, parce que tout simplement, je ne suis encore une fois pas juriste. Donc oui, bien sûr, comment intégrer le développement durable? On peut se dire, c'est maîtriser les obligations réglementaires. Alors c'est sûr qu'il faut connaître la dizaine, la douzaine d'articles, mais enfin, c'est quand même pas le bout du monde d'être vite maître de ces articles du code dans sa version 2019 qui nous permet de bien comprendre les outils qu'on va voir là rapidement, les outils qu'on a en matière de développement durable pour les intégrer dans les marchés, quoi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la connaissance réglementaire, elle est vraiment pas suffisante. Elle est nécessaire et pas suffisante. Tellement que d'ailleurs, comme tu disais, hein, Nicolas, dans le réseau, on a beaucoup effectivement de responsables de marché et d'acheteurs qui connaissent le droit par cœur, c'est leur job, mais qui viennent pas seulement pour cette dimension réglementaire, mais qui viennent aussi pour toutes les questions d'organisation et questions de contenu, de prescription, des spécifications environnementales qu'on peut rédiger. La maîtrise réglementaire est une maîtrise indispensable, encore une fois, mais qui ne vous permettra pas d'avoir le succès escompté dans vos marchés quand vous allez chercher à intégrer le développement durable, parce qu'en fait, il y a une autre condition, c'est la deuxième que je vous mets ici, c'est cette question de l'organisation en interne, en externe, de l'accompagnement, qui va faire, on le verra tout à l'heure, qui va faire que votre marché deviendra une référence positive pour vous et vous permettra d'avancer ou une contre-référence. C'est, je dirais, l'aspect obligation réglementaire le plus immédiat, le plus facile, mais encore une fois, pas du tout suffisant pour réussir. Alors, on va quand même parler évidemment de la dimension réglementaire dans un premier temps. Donc, l'ordonnance du 26 novembre 2018 et le décret correspondant du 3 décembre. Et je vous ai mis là effectivement les principaux articles qui nous intéressent avec la référence du code. Franchement, je sais pas si quelqu'un là dans la salle, j'allais dire dans la réunion, retient ces différents articles, mais bravo, parce que quand vous voyez les références de ces différents articles, c'est un peu compliqué quand même. Ils nous ont pas aidé là en termes réglementaires. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est le contenu. Alors, j'ai essayé de représenter ici sur cette image j'ai rapporté sur ces différentes images les différents articles, les différents outils, la batterie d'outils qui existent pour vous montrer comment, quand on va élaborer son marché, on peut s'appuyer sur ces différents outils et qu'on peut le faire vraiment à différentes étapes, de différentes façons, et qu'encore une fois, on est vraiment très bien équipé d'ores et déjà pour intégrer le développement durable dans ces marchés sous différentes formes. Je vous affiche l'image complète. Je vais vous commenter. Donc, le premier carré, effectivement, le premier point au départ, c'est l'entrée même effectivement du code hein, qui nous rappelle dans l'article 2111-1 que on doit donc la nature étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision dans le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs du développement durable. Je lis l'article. Donc la définition de ces besoins à ce stade-là, on a capacité à formuler, je dirais dès l'intitulé de son marché, sa volonté explicite d'intégrer des critères, des clauses environnementales, sociales dans son marché. On va dire dans son intitulé même l'importance, l'ambition qu'on accorde à l'achat, effectivement, à l'achat de fournitures administratives intégrant des prescriptions environnementales. Par exemple, on va dire effectivement sa volonté dès l'intitulé explicite. C'est le code, effectivement, qui non seulement nous le dit, mais nous l'impose, encore une fois, depuis maintenant bientôt 15 ans. Et après, effectivement, alors on est bien content qu'on nous ait imposé cette obligation de travailler sur la prise en compte environnementale ou sociale, du développement durable dans ces marchés, mais concrètement, ça veut dire quoi?
Donc, concrètement, ça veut dire que vous êtes dans l'obligation de vous construire votre propre référentiel technique au départ, qui va venir, on le verra dans le détail, de différents éléments externes ou internes, et que la confrontation de ces différents éléments de connaissances réglementaires, techniques, de réalisation de REX, va vous permettre au final de vous faire votre propre religion et vous définir votre propre cahier des charges. Et notamment, le code nous aide sur un point en particulier, et il nous dit explicitement, pour construire votre référentiel technique, vous avez la capacité, effectivement, de vous appuyer sur les écolabels. Donc, ils sont cités à plusieurs reprises dans le code, dont la définition est rappelée et sur lequel je vais revenir dans un instant, comme vraiment le meilleur outil, la meilleure garantie externe, vérifiée, renouvelée, internationale, qui permet, je dirais, les yeux fermés, dès lors qu'il s'agit d'un écolabel de type 1, d'avoir des prescriptions environnementales avec un impact environnemental minimum sur le cycle de vie des produits. Je vais y revenir. Donc voilà, premier élément que nous dit le code, vous pouvez vous appuyer sur les écolabels. Il y a là un certain nombre d'outils existants, des écolabels parfois très, très anciens, qui ont bientôt 50 ans d'âge quand même. 50 ans d'âge pour le plus vieux avec l'ange bleu, écolabel allemand. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire en termes de références et de compétences réunies sur ces labels extrêmement anciens. On va y revenir. Le référentiel technique, il peut se transcrire sous deux formes, en fait. Ce qu'on appelle en tant que tel, ce que vous achetez, les spécifications techniques, c'est le cahier des charges en tant que tel, c'est le CCTP. Donc, c'est les caractéristiques techniques, les éléments fonctionnels dont vous avez besoin, que vous écrivez en dur dans votre cahier des charges. Donc, soit des éléments fonctionnels, soit des éléments prescrits à partir d'un écolabel. Mais c'est aussi des conditions d'exécution. On va y revenir aussi, mais les conditions d'exécution, c'est pas le cahier des charges en dur explicite que vous achetez, mais toutes les conditions périphériques à la mise en œuvre, c'est la mise en œuvre de l'objet que vous achetez. Juste pour vous donner un exemple pour mieux vous faire comprendre ce que je dis là, c'est l'emballage de l'ordinateur que vous achetez. C'est le chantier propre du bâtiment que vous construisez. Ça peut être la part d'insertion, de personnes en réinsertion par part de budget dans les travaux que vous faites effectuer. Ça, c'est des spécifications, des conditions d'exécution qui sont périphériques. C'est la façon dont vous faites l'achat et qui sont une façon aussi extrêmement intéressante, dure, c'est-à-dire qu'elle s'impose, d'intégrer le développement durable dans votre marché. Spécifications techniques, conditions d'exécution, tout ça, ça s'inscrit dans votre cahier des charges. Ce sont les clauses et les conditions d'exécution. Et souvent, un point très négligé et qui est complètement paradoxal, contradictoire avec le développement durable, ce qui nous intéresse, c'est la faible utilisation, notamment dans le bâtiment, par exemple, dans une approche très traditionnelle, et puis parce que c'est très complexe aussi, un bâtiment à construire, à mettre en œuvre, la faible utilisation des variantes. Alors qu'au contraire, les variantes, c'est par définition le champ où vous laissez ouvert à l'entreprise la possibilité, donc pour elle, de faire des propositions innovantes qui vont aller dans le sens de prescription environnementale ou sociale, dans le sens du développement durable. Parce que précisément, la variante, c'est ce qui n'est pas ordinaire, c'est ce que vous ne connaissez pas, mais qui permet de répondre à la question avec des prescriptions environnementales et sociales, par exemple. Donc c'est évidemment contradictoire de chercher à faire du développement durable quand on ne sait pas exactement ce qu'on peut écrire, si on n'ouvre pas à variante. Parce que du coup, vous n'allez pas écrire grand-chose dans votre cahier des charges. Si d'une part, vous ne connaissez pas et que vous n'ouvrez pas à variante, vous allez rester sur quelque chose évidemment de nécessairement relativement peu ambitieux, par mes connaissances. Laurent, excuse-moi, je me permets d'intervenir. Je vois que le temps défile et je me dis qu'il est sans doute aussi intéressant pour les territoires d'avoir, tu vois, des éléments vraiment concrets sur la façon de procéder pour intégrer le développement durable dans le marché. Donc peut-être, si tu en es d'accord, d'aller assez vite sur les slides suivantes sur les écolabels,
de façon à passer peut-être à des éléments plus concrets au retour d'expérience, parce que j'ai peur qu'à la fin, on soit obligé de couper court à ces retours d'expérience si on n'accélère pas sur les écolabels. Est-ce que tu es OK avec ça? Bah, bien sûr, je peux le faire, je vais le faire, mais je pense que, à mon avis, il y a plein de questions derrière qui sont pas résolues pour les participants et ça serait important que je puisse dire un certain nombre de choses, mais je vais te suivre, hein. Ouais. Je vais aller Tu mais vois, il y a Laetitia par Tazi. expérience, je peux te dire que Laetitia il y a des Tazi. choses qui ne sont pas acquises, mais il n'y a pas de souci, on va passer plus vite. Laetitia Tazi nous dit ce serait intéressant d'avoir une sorte de boîte à outils avec des critères DD types suivant le type de marché. Et elle pose une autre question. Est-ce qu'il y a des documents de ce type qui existent ou à partager entre collectivités? Ah, bien sûr, oui. Ouais. Oui, oui. Je vous donnerai les Les liens ressources, ouais. les ressources. Oui, on a ça. Il y a plein de réponses, hein. Il y a déjà le réseau, il fonctionne depuis 18 ans et donc on a des centaines d'exemples de marchés. On Mm. réactualise notre base de données, c'est en ligne. Donc des exemples de marchés, on en a à l'appel. Donc ça, c'est une première réponse, ce sont des marchés d'Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on n'a pas la réponse, on fait appel au réseau. Donc, si vous voulez travailler sur un marché, moi je peux, et donc on n'a pas la réponse, soit je pose la question au réseau, soit j'interroge les autres réseaux nationaux qui existent, que je vous ai présenté Mm. tout à l'heure. D'accord. Deuxième réponse, il y a guides qui existent au niveau européen, notamment des cahiers des charges types qui sont écrits. Il y en a 22 qui ont été rédigés sur des catégories de marché très très courantes et sur lequel on peut vraiment s'inspirer. Vous allez avoir des exemples mais très précis de spécifications techniques, de conditions d'exécution, de clauses d'attribution des offres, de critères de sélection des candidatures, etc. Ouais, OK. Bon, très bien. Bah, ça, effectivement, ce sera présent dans le PowerPoint. Du coup, Laurent, enfin, je sais pas comment tu veux faire, mais on peut peut-être soit passer quelques slides, soit aller très vite pour arriver jusqu'à la slide. Je peux pas complètement tout sauter si tu veux, parce que Oui, je oui, sais oui. Vas-y, vas-y. Fais comme tu peux. Ouais, ouais. mais tu sais, on est bon là, hein. Il nous reste 3 quarts d'heure. Ouais, mais j'aimerais qu'on puisse laisser un peu la place aux échanges à la fin. Et puis, il y a Sophie aussi, Sophie Montcorgé de l'accord, qui D'accord. va Ok, présenter. bon, je vais m'arrêter plutôt, je vais dire une demi-heure, ça va? Ouais, ouais, ouais. Et je vais laisser Sophie avant 16 heures nous faire un retour d'expérience sur la boîte à outils là qu'ils ont constituée. Elle doit Ah partir ouais, à 16 heures. Ouais. bah alors, si tu veux, on fait peut-être maintenant. Eh bien ouais, ça peut effectivement couper un petit peu. Sophie, je te laisse la parole. Vous avez construit au niveau de l'accord une boîte à outils donc en interne pour faire en sorte d'intégrer un certain nombre de dimensions du développement durable dans vos marchés. C'est une boîte à outils qui doit être animée et je sais que ça demande pas mal d'énergie et vous avez aussi évidemment un peu de mal aujourd'hui à faire vivre cette boîte à outils. Mais est-ce que tu pourrais malgré tout nous expliquer un peu quels en sont les principes et la façon dont vous y êtes pris pour construire cette boîte à outils? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bonjour à tous. Donc oui, donc moi, ma petite expérience date de 2015, donc ça commence à dater. Donc en gros, on était engagé dans le TEPOS dans sa première version. Donc pour vous situer, nous, on est un territoire essentiellement rural, 31 communes, 51 000 habitants. On a 3 villes de plus de 5 000 habitants, le reste moins de 1000. Donc on a des services au sein des communes qui sont très peu dotés d'ingénierie. Et du coup, depuis la création de la com d'agglo en 2014, il y a un schéma de mutualisation donc, qui est sorti. L'idée étant de mutualiser un certain nombre d'axes, dont celui de la commande publique. Donc aujourd'hui, mes collègues au sein de la com d'agglo en charge des marchés publics fournissent des prestations à prix minime mais payantes quand même aux communes pour les aider dans la rédaction de leurs pièces de marché, l'analyse des offres, etc. Nous, avant que ce schéma de mutualisation sorte, on travaillait au sein de l'association Beaujolais Vert, donc on n'était pas directement dans les services internes des communautés de communes qui la composaient. Et on avait pour habitude, à chaque fois qu'un marché sortait, d'être derrière le service en charge de l'écriture pour dire, comme tous les collègues, je pense, n'oubliez pas le DD, n'oubliez pas le DD. Et du coup, on s'est vite rendu compte qu'on nous attendait sur des choses très, très concrètes, des paragraphes types, des labels, tout ce qui vient d'être exprimé. Et en fait, à chaque demande, on sollicitait Aura 2E, on sollicitait les différents
différents experts, entre guillemets, qu'on pouvait mobiliser. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas constituer une espèce de boîte à outils où, en gros, on allait pouvoir ranger à l'intérieur tous les cahiers des charges types qu'on pouvait trouver pour faire en sorte que dès qu'on nous sollicite sur un sujet, on soit suffisamment réactif pour que la fois d'après, on continue à nous solliciter. Parce qu'on est tous d'accord avec le fait que c'est dans la définition des besoins qu'on peut prendre en compte un maximum le DD. La plupart du temps, au moment où on cherche à convaincre, on vient nous chercher relativement tard. Du coup, donc, on a organisé des ateliers de travail avec donc mes collègues en charge des marchés publics, mais également les personnes en charge de l'écriture des marchés, donc plutôt le volet administratif dans les communes. Ces ateliers donc, ont donné naissance à une boîte à outils. Donc, à l'époque, on était aussi accompagné par Étienne Guiwi, stratégie sur ce sujet-là. Donc, on a commencé à réunir cette boîte à outils, les différents documents. Donc, clairement, ça réunissait soit des CCTP, soit des guides, dont beaucoup de guides ont été abordés lors de la présentation cet après-midi. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte que de notre côté, on n'avait pas le temps de faire vivre cet outil et de le rendre attractif auprès des communes, et que malgré son existence, on continuait à venir nous solliciter en direct et on n'avait pas la capacité de dire non, as-tu regardé dans la boîte à outils qui n'est pas à jour depuis 1 an et demi. Du coup, c'est là que je rejoins ce qui a été écrit, et puis je pense que Laurent va nous en reparler, et ça peut être une liaison. Je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas, au niveau de la communauté régionale, construire justement cette boîte à outils qui pourrait tous nous servir, avec des éléments très concrets du type je renouvelle mes imprimantes, qu'est-ce que je peux mettre dedans, j'achète des véhicules électriques, quels sont les critères et les paragraphes types à insérer. Enfin voilà, c'était un modeste témoignage qui veut plutôt dire unissons-nous pour construire un outil efficace. Ouais, très bien. Merci. C'est un témoignage intéressant, en tout cas, qui montre qu'à l'échelle d'une seule collectivité, ça peut être difficile, effectivement, de faire vivre cette transversalité dont je parlais tout à l'heure. Et que peut-être il y a des choses qui peuvent, et c'est le sens du message proposé par Laurent, qui doivent sans doute être mutualisées à une échelle régionale, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres, il y a des questions, d'autres témoignages? Je sais qu'il y a quelqu'un aussi de Clermont Communauté, pardon, qui travaille sur l'intégration de critères carbone dans les marchés. Alors, je ne sais pas exactement où en est cette expérience, mais je sais qu'il y a d'autres collectivités qui réfléchissent vraiment à une forme de systématisation de l'intégration de ces critères, alors sous la forme d'une boîte à outils ou sous une autre forme, mais c'est vrai que cette idée que vous avez développée dans l'accord, j'imagine, va pouvoir en intéresser d'autres. Oui, d'ailleurs, Églantine Gabouty d'Annonay me pose la question de savoir s'il y a d'autres collectivités qui ont lancé des réflexions avec la mise en place d'un groupe de travail avec des directions commandes publiques, en gros, voilà, qui font cette transversalité. Ouais, il y en a. Est-ce que tu en as en tête là comme ça, Laurent? Oui, bien sûr. Oui, sur l'agglomération lyonnaise, sur Grenoble, à Chambéry, il y a un certain nombre à Valence, il y a un certain nombre de collectivités où il y a des partages, de la mutualisation. C'est informel, c'est formel, ça dépend des territoires, mais oui, il y a un certain nombre de partages qui le font, bien sûr. Oui. Et ouais, ils font un travail d'identification un peu des enjeux préalables, de définition des besoins, je dirais. Super service de territoire, quoi. Oui. C'est ça, ils reprennent toutes les étapes là, que tu évoques sur ce schéma, finalement, pour ceux qui ont vraiment avancé sur cette question-là. De toute façon, oui, ces étapes, elles sont indispensables pour que ça marche. Ouais, d'accord. N'hésitez pas à prendre la parole, encore une fois, poser des questions. Merci Sophie, en tout cas, pour ce témoignage. Et je retiens, moi, l'appel qui a été lancé à la communauté de travail régional, et puis j'imagine avoir à 2 œufs pour, pourquoi pas, constituer cette boîte à outils plutôt à une échelle régionale, qui serait évidemment plus actualisée qu'elle ne peut l'être à une échelle locale. Laurent, Nicolas. Oui, vas-y Sylvain. C'est Sylvain. J'avais juste en tête aussi, entre Bièvre et Rhône, là, qui sont rentrés dans TEPOS cette année, et dans le cadre de l'étude préalable TEPOS, ils ont fait tout un travail avec leur service achat
pour voir comment mieux travailler sur les achats. Donc j'ai cette collectivité en tête aussi que vous n'avez pas citée, qui a aussi travaillé sur le sujet. Ouais, d'accord. Laurent, est-ce que tu as quelque part une liste de territoires comme ça qui ont plus ou moins avancé sur la constitution de groupes de travail? Tu nous parlais du Grand Lyon, de Chambéry, mais est-ce que tu as, toi, un listing à jour de ces collectivités-là vers lesquelles pourraient se tourner les différents participants pour peut-être les questionner ensuite? Alors, oui et non, c'est-à-dire on n'a pas un recensement exhaustif de toutes les organisations régionales. On connaît un certain nombre de gens qui sont réorganisés, comme je viens de le dire. Mais c'est ce que je te disais, c'est qu'en général, quand on nous interpelle sur la commande publique durable, s'il y a une recherche sur laquelle on ne sait pas répondre, on pose la question aux 500 membres du réseau. Et donc là, la réponse, elle vient directement du terrain, quoi. C'est D'accord. plutôt dans l'autre sens, si tu veux. Ouais, Donc, ok. il n'y a aucun souci s'il y a des questions. Enfin, là, il y a un certain nombre de noms qui sont familiers dans la réunion aujourd'hui. Les gens savent très bien que quand ils nous posent des questions, si on ne sait pas répondre, on interpelle les autres et Ouais, d'accord. Ouais, super. Ouais, ouais. Ok, merci Laurent. Je te laisse continuer du coup sur Ouais, ouais. Alors, je les... coupe juste 25 minutes, hein, tu disais, je ne Ouais, savais oui, pas. oui, oui. Donc, je vais à la main. Voilà, c'est ça. Je vais diagonaliser du coup. Donc, l'histoire des labels, qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette partie? C'est vraiment un élément extrêmement important à connaître, à savoir que la problématique de l'acheteur, mais en particulier du responsable de marché, c'est-à-dire le juriste qui engage la collectivité, c'est d'avoir des garanties de sérieux robustes sur ce qu'on lui déclare. Parce que ça engage encore une fois le maire, le président. Et donc, il veut la preuve de ce qu'on lui affirme, théoriquement. Alors, je dis bien théoriquement parce que certaines fois, on voit bien que les conditions d'appréciation sont subjectives alors qu'elles devraient être vraiment quantifiées, objectives, mesurables. Alors, on devrait pouvoir les qualifier. Et alors, le label, l'écolabel en particulier, c'est une façon les plus pratique de fournir cette garantie à tous les acheteurs. Il faut juste que vous reteniez, je vais pas passer les trois types de labels existants. Donc, je vous l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure. Celui auquel fait référence le code en particulier plusieurs fois, ce sont les écolabels, hein. Donc, en fait, qui sont réglementés par une norme internationale, une norme ISO. Donc, la norme ISO 14024, hein, ce sont les écolabels et labels dits de type 1. C'est quoi un label de type... Alors, donc ça c'est pour le type. Deuxième type de label, le label de type 2, eux travaillent sur ce qu'on appelle les autodéclarations environnementales. C'est quelque chose qui est seulement prôné par souvent des entreprises, des fournisseurs qui se sont réunis et qui affirment eux-mêmes avoir des caractéristiques environnementales en général. Et le troisième type, donc, et les écoprofils, sont des caractéristiques, en fait, des informations qui se basent sur l'analyse de cycle de vie, mais qui sont déclaratives sur une composition, par exemple, d'un produit, d'un matériau. Alors que, au contraire, un écolabel de type 1, c'est ce qui est représenté sur cette image, avec les quatre qui sont représentés à droite. Donc, la fleur que vous reconnaissez avec l'écolabel européen. En haut à droite, le NF Environnement français. En bas à gauche, le Manche bleu allemand. Et en bas à droite, le Nordic Swan donc scandinave. C'est les quatre sur lesquels vous avez plein de références de produits, beaucoup de références de produits en France, en Europe, dans le monde, parce que ce sont des écolabels de type 1, qu'on trouve un peu partout, et qui concernent le cycle de vie qui vous est représenté sur la figure à gauche complète, depuis la matière première, la fabrication, l'utilisation, la fin de vie et la valorisation du produit. L'écolabel de type 1, il vous dit, je vous garantis un impact environnemental minimum sur l'ensemble de ce cycle de vie. Alors qu'au contraire, tous les autres, alors là, je vous ai présenté les meilleurs d'entre eux, hein, qui sont des labels de type 2, le PEFC, le FSC pour la forêt gérée durablement, l'agriculture bio avec les deux labels européens et français. Jadis, le label Energy Star ou les étiquettes énergie, par exemple, hein, sur les produits en rapport avec la consommation d'énergie. On voit bien que tous ces autres labels-là sont des labels de type 2 de rang inférieur qui ne concernent qu'une partie du cycle de vie. La matière première, la fabrication, l'utilisation, à la différence des quatre autres qui sont vraiment sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, si vous voulez avoir un impact environnemental minimum et sur l'ensemble du cycle de vie, ceux que vous allez demander sont ceux de type 1, les écolabels de type 1. Il faut absolument le connaître parce que c'est la condition de base pour l'exiger, l'imposer dans votre cahier des charges. Je vais passer là-dessus.
Juste, Laurent, excuse-moi, deux Ouais. petites questions, remarques. Glantine qui nous dit, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir en termes de méthodo comment commencer sur ces sujets-là, qui mobiliser, les bonnes questions à se poser, etc. Je n'ai pas forcément de questions spécifiques sur un marché, mais plutôt la volonté de lancer une dynamique, réflexion sur le sujet. Et il y a Jean-Baptiste Mouette qui pose des Monts du Lyonnais, qui pose la question de savoir s'il y a des acteurs à conseiller pour les communes et collectivités pour se renseigner sur des actions d'exemplarité en dehors des retours d'expérience et boîtes à outils. Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Ouais, pas forcément non plus. Jean-Baptiste, tu veux prendre la parole? C'est quoi? Bonjour à tous et à toutes. On m'entend bien? Oui. D'accord. La question que j'ai, en fait, elle est en lien avec une action qu'on est en train de mener actuellement. On est en train de faire un guide à l'attention des communes pour que, sur toutes leurs thématiques et pour les communes et les collectivités, pour que sur les thématiques, par exemple l'éclairage public, on puisse les orienter vers les bons acteurs en interne et en externe et orienter aussi vers des bons liens, etc. Et je me demandais si en matière d'exemplarité liée à tout ce qui est marché public, commandes groupées, etc., il y avait par exemple des acteurs qui existaient, des associations nationales ou des sites un peu de référence. Voilà. Oui. Oui, il y a des associations, bien sûr, il y a des associations, il y a au moins deux grandes associations qui travaillent sur les achats durables, hein. Des associations d'acheteurs, il y en a pas mal, hein, effectivement, au niveau national. Il y en a deux en particulier, comme le club des achats durables, donc au niveau national, le CEDAF, hein, on connaît sous ce nom plutôt. Et puis l'association des acheteurs publics, l'AAP. Donc là, c'est plusieurs milliers d'acheteurs au niveau national qui échangent, se réunissent sur la commande publique et qui ont un aspect, un focus pour certains d'entre eux sur le développement durable. Et du coup, il y a un vivier important d'échange national là-dessus. Effectivement. Les conditions d'exécution, je poursuis, hein, pardon, parce que le temps est compté. Oui. Les conditions d'exécution, je vous ai dit, il ne faut pas les négliger par rapport aux spécifications techniques. Donc, pourquoi je vous parlais, pourquoi je vous parlais des labels? Parce qu'en fait, le label, c'est la base potentielle de votre cahier des charges. C'est-à-dire que vous pouvez vous en inspirer, vous prenez le label en tant que tel et vous n'avez pas à écrire quoi que ce soit en spécification technique. Vous dites que vous voulez du papier, effectivement, qui réponde aux caractéristiques techniques telles que décrites dans les collabels de type 1, par exemple, Ange bleu ou équivalent. Donc, c'est une façon très rapide de décrire vos spécifications techniques. À côté des spécifications techniques, je vous disais, il y a ce qu'on appelle les conditions d'exécution, et je vous ai mis là un certain nombre d'exemples. Donc, tout ce qui est en rapport avec les livraisons. Autant on ne peut pas travailler sur le... Alors, je vous la boîte, désolé, hein, j'ai peur que ça provoque des réactions, mais évidemment, on ne peut pas passer à côté. Autant on ne peut pas intégrer le transport, ce qui est très frustrant pour nous tous, secteur des économies d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, dans le cahier des charges, dans la commande publique, parce que ça serait travailler sur la géographie et favoriser les entreprises locales explicitement. Autant, par contre, par les conditions d'exécution, on peut travailler sur les transports. Parce que là, à ce moment-là, vous allez imposer des livraisons avec des véhicules propres, par exemple. Et cette dernière chaîne de moyens de transport concerne bien ce que vous achetez, parce qu'on vous livre avec un camion qui peut effectivement ne pas être d'un euro. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de bien imposer au contraire de le faire. C'est une façon, effectivement, de travailler sur la question des déplacements et des émissions liées au transport. Les emballages, vous en avez parlé, les heures d'intervention, le bruit, l'élimination des déchets, c'est plein de conditions d'exécution. Ce qui est intéressant, c'est que les conditions d'exécution, elles s'imposent depuis l'autre côté de la répondu. Ils doivent répondre aux conditions des conditions d'exécution. Je vous ai quand même mis, vous regarderez tranquillement, en 36, cette question de la proximité. Je vous avais juste la partie centrale donc, en rouge. C'était une réponse du ministère de l'économie et de l'industrie et de l'emploi. C'est ceux qui font quand même la question des affaires juridiques, par exemple, c'est ceux qui font le code. Je vais être mieux à même de répondre. Donc, le critère de choix fondé sur les performances en matière de protection de l'environnement est toutefois subordonné à certaines conditions. Il ne peut méconnaître les principes fondamentaux qui régissent la commande publique, au premier rang desquels l'égalité de traitement entre les candidats. Vous savez, c'est égalité, transparence de traitement et égalité d'accès au marché.
donc au travers desquels l'égalité de traitement entre les candidats, et doit être liée à l'objet du marché. La proximité géographique d'une entreprise dans le but de réduire les émissions de CO2 ne peut être en tant que telle intégrée comme critère de sélection des offres. La telle étape présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées, qui peuvent très bien, bien que loin, faire une offre environnementale bien meilleure. Et donc la proximité géographique n'est pas forcément un critère discriminant pour justifier effectivement qu'on l'inscrive en tant que tel et le transport et le CO2 en tant que tel dans un marché. Laurent, je suis désolé, je t'embête, Ouais. je perturbe un peu ta présentation, Vraiment. mais le temps passe vraiment et enfin, ce serait bien qu'on aille sur des éléments, tu vois, d'organisation, je pense aussi de comment on se lance sur le sujet et peut-être avec quelques retours d'expérience, je pense que ça peut vraiment être utile là, pour nos territoires présents. Pour la méthode, donc effectivement, la méthode elle est construite de cette façon. C'est ce qu'on propose pour quand on est dans sa page blanche pour construire son propre référentiel. Comment je fais pour intégrer le développement durable dans mon marché? Donc ça peut venir sur cette étoile à 5 branches. Ça vient déjà d'une première chose. Vous êtes supposé être au fait sur la réglementation. Alors je dis cette évidence, mais en réalité, pour avoir beaucoup travaillé avec certains acteurs, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'héritage et de mise à jour nécessaires, et que souvent la réglementation, elle n'est pas très connue, quoi. Donc il faut bien s'assurer, par exemple, une fois, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des déchets, de l'évolution complexe, fréquente de la réglementation, il faut absolument connaître. La deuxième chose, je viens de vous le dire, hein, c'est les écolabels. Et les exemples de cahiers des charges existants. Donc là, il y a beaucoup d'exemples qui existent, qui permettent effectivement, et je vous ai mis des liens ici qui renvoient aux exemples de cahiers des charges européens. Il y a beaucoup d'exemples effectivement de cahiers des charges et d'écolabels de type 1 par exemple, qui vous permettent d'avoir un peu l'idéal en termes de cahier des charges. C'est votre possible qui peut vous inspirer. Deuxième niveau pour vous permettre de rédiger un critère de référentiel. Troisième source d'inspiration, ce sont les pratiques, effectivement, vos propres pratiques internes. Donc l'identification, la définition des besoins, c'est ce qui va vous permettre de dire, alors, je connais la réglementation, j'ai vu l'idéal qui existe en termes de cahier des charges, en termes d'écolabels, mais aujourd'hui, j'en suis où, moi, en interne, dans mes pratiques internes? Où est-ce qu'en sont mes collègues? Où en sont les usagers? Est-ce que je ne vais pas y aller trop loin si j'ai des exigences trop fortes? Quatrième niveau d'inspiration, c'est et les entreprises locales, les fournisseurs en tant que tels, est-ce qu'ils sont capables de répondre à quoi? À quel niveau d'ambition? Est-ce que je les connais? Est-ce que je connais leur offre? Est-ce que je les ai rencontrés, interpellés? Est-ce que je suis allé les voir dans les salons, sur Internet? Est-ce que je les ai rencontrés? C'est le sourcing. Et puis, le cinquième et dernier niveau, c'est que font mes homologues, mes collègues, les autres territoires ici et ailleurs, les réalisations exemplaires, notre guide que je vous ai mis en lien, ça répond exactement à la question de Sophie et puis du collègue précédent, des fiches types décrivant pour les véhicules, pour les fournitures administratives, pour les produits d'entretien, pour les prestations d'insertion, etc. Elles existent déjà. On les a synthétisées, on en a mis en ligne et vous en avez dans le guide qui est en ligne à l'heure actuelle. C'est quand vous faites la synthèse, de ces 5, on entend des bruits de fond là. Oui, il y a un bruit de fond. C'est Ziad, je sais pas. Oui, pardon, oui, en fait, je voulais, excusez-moi, j'ai des collègues qui parlent autour de moi, mais je voulais relayer deux messages qui rejoignent ce besoin de méthode exprimé par des différentes personnes auparavant. Laetitia qui rejoint Églantine sur cette question de la méthode, comment, par quel bout le prendre, et la nécessité de centraliser des paragraphes déjà rédigés par thématique, pour que justement les territoires puissent plus facilement prendre en compte dans les marchés publics les enjeux de transition. Un travail qui, je pense, peut être à croiser avec justement le guide que tu évoques, Laurent, qui, à mon avis, pourrait déjà fournir une bonne base de travail. Et c'est vrai qu'on revoit plusieurs fois la question de la méthode qui émerge. La méthode, c'est ce que je suis en train de dire. La méthode, c'est cette étoile que vous avez sous les yeux. Ouais. C'est quand je veux commencer, je peux avoir 5 sources d'inspiration réglementaires, l'idéal des écolabels, les pratiques internes, la maturité de mon territoire avec les fournisseurs, les réalisations exemplaires. Et moi, ensuite, ayant tous ces éléments sur mon territoire, avec mon réalisme, mes budgets, mes moyens, ma place dans l'organisation, je suis capable d'en tirer un référentiel, c'est-à-dire quelque chose qui me permette de rédiger mon cahier des charges. La méthode, c'est celle-ci. D'accord. C'est ça qui permet
d'arriver à une image réelle, adaptée avec votre cahier des charges. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de copier-coller entre un cahier des charges d'une collectivité et le vôtre. Ça devrait être le résultat de toute cette synthèse. Ouais, ok. C'est ça la méthode. Je poursuis, parce que tu voulais parler d'organisation. Donc, Oui. je vous disais effectivement que réussir une démarche de développement durable dans ses achats, c'est déjà connaître le développement durable. Je vous ai dit, il y a une dimension économique, le coût, il y a une dimension sociale, une dimension environnementale. Il faut déjà être vous-même formé, imprégné de développement durable pour les clients. Donc, il faut connaître le développement durable. Il faut connaître le droit, il faut savoir les principaux articles qui existent pour pouvoir vous appuyer sur les bons outils dans le code. Mais ce n'est pas suffisant pour faire que le marché sera bien utilisé, bien compris, bien mis en œuvre et que vous en aurez des résultats satisfaisants. Il faut aussi s'appuyer sur une organisation interne qui va vous permettre de réussir, c'est-à-dire préparer ces marchés et accompagner leur mise en œuvre. Donc là, je vais vous dire des éléments encore une fois transversaux pour rester dans le... Je vais juste commenter cette image, cette dernière image. Pour rester dans le timing, justement, petite remarque, excuse-moi Laurent, il y a Grenoble-Alpes Métropole qui travaille actuellement à l'élaboration d'un schéma d'achat socialement et écologiquement responsable qui va être lancé, mais plus global que ça apparemment, qui va être lancé à l'automne. Et donc, je donnerai dans le compte-rendu de ce webinaire le contact de la personne qui s'occupe de ce travail-là. Mais elle est tout à fait disposée aussi à répondre à vos questions parce qu'ils ont quand même pas mal avancé apparemment sur le sujet de ce schéma d'achat socialement et écologiquement responsable. C'est ce qu'on appelle le SPAS vert. Hein. Ah ok, pardon, j'avais compris. Espace vert, excuse-moi. Non, le SPAS vert. SPA. Ouais. Des achats socialement et écologiquement. Ok. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a une obligation réglementaire pour les collectivités qui ont plus de 100 millions d'euros hors taxes d'achat annuel. Ouais. Voilà. Bon, ceci étant, on peut évidemment le transcrire sous des formes volontaires pour toutes les collectivités de en faire. Oui, c'est ça. Ouais. Les étapes de la commande publique durable, en général, c'est exactement ce que disait tout à l'heure Sophie. Je ne sais pas si elle est encore avec nous. Je pense pas, non. Ouais, c'est qu'en général, en tant qu'animateur de territoire, entre guillemets, animateur de réseau, on nous interpelle sur cette étape violette, la rédaction et l'accompagnement des marchés. On nous dit, voilà, je voudrais intégrer le développement durable dans mon marché, comment je peux faire, et je le passe en 15 jours. Donc en général, évidemment, à ce stade-là, on va faire ce qu'on appelle du verdissement, du cosmétique, que tu veux, mais on ne va pas réussir à vraiment fondamentalement changer le marché. Évidemment, c'est trop tard. Et d'autant trop tard qu'effectivement, en réalité, le marché, c'est un objet qui s'applique à un usager, à un équipement, qui doit vivre et qui doit être bien utilisé pour qu'il fonctionne. Donc, ça veut dire qu'il y a des conditions préalables pour faire que le marché va fonctionner, notamment déjà, avant de le rédiger, pour penser à le passer et le mettre en œuvre, il va falloir effectivement travailler, préparer le marché en tant que tel avec les utilisateurs potentiels en amont, faire avoir une connaissance suffisante en termes de prescription environnementale, l'étoile que je viens de vous montrer, avoir un peu de benchmark qui vous permettre de préparer ce marché. Mais vous allez préparer le marché si vous avez aussi l'organisation interne et externe qui vous permet de le faire en interne. Ça va être de dire que vous n'êtes pas tout seul, que vous avez des responsables de marché, que vous avez des juristes, que vous avez des acheteurs, que vous avez des opérateurs techniques, des bâtiments, des moyens généraux, des véhicules qui ont des questions et que vous êtes la courroie de transmission de tout ça, que vous allez les réunir autour d'une table, les entendre, confronter leurs besoins, c'était une des branches de mon école de tout à l'heure, et avec les écolabels, la réglementation, les bonnes pratiques, l'offre aux fournisseurs, vous allez en tirer effectivement potentiellement un cahier des charges. Donc ça, c'est en interne, mais c'est vrai aussi en externe pour les utilisateurs potentiels à venir. Donc l'idée de se dire, effectivement, quand par exemple à la Tour du Pin, je construis une médiathèque, là, j'essaie de réunir des habitants, des fournisseurs, des entreprises, pour m'assurer effectivement que le cahier des charges futur répondra bien aux besoins de ces futurs utilisateurs et que les entreprises sauront y répondre. Et enfin, effectivement, tout ça c'est possible si on vous a donné les moyens de le faire, c'est-à-dire qu'il y a eu une politique d'achat durable qui est formalisée, si la direction générale, si les élus vous donnent les moyens de vous organiser. Étant organisé, vous préparez vos marchés, vous pouvez les rédiger et vous pouvez les accompagner. C'est-à-dire, en fait, je dis souvent qu'un marché, il se termine au suivant. Il faut réaliser que si vous ne voulez pas accumuler les contre-références en termes de développement durable, il faut bien penser que
qu'il va falloir accompagner le marché. C'est pas quand vous l'aurez seulement rédigé et rendu que ça va fonctionner forcément, quoi, parce que vous allez travailler sur l'innovation, vous allez travailler sur le développement durable. Et donc, à ce niveau-là, vous avez besoin d'aider les gens à le mettre en œuvre. Il y a vraiment un pas entre l'imagination, ce qu'on peut imaginer écrire et attendre sur le papier, et puis la réalité de la mise en œuvre en tant que telle. Il y a des changements de pratique, des remises en cause de comportement qui vont nécessiter vraiment beaucoup de diplomatie, d'accompagnement, d'adaptation du marché. Voilà ce que je voulais dire sur l'organisation. Donc, je vais passer toutes ces images-là pour arriver à la dernière partie. J'en ai fini. J'aurais une question, malgré tout, Laurent, concernant l'organisation interne. Qu'est-ce que tu réponds aux chargés de mission qui te disent, un peu comme ce qu'évoquait finalement Sophie tout à l'heure, que tout ça, ça demande beaucoup d'énergie aussi, faire vivre cette transversalité, constituer éventuellement des groupes de travail. Ça demande beaucoup de temps qui est sans doute très compté dans les collectivités. Est-ce que là aussi, tu as des solutions ou je sais pas, des propositions à leur faire en termes d'organisation interne un peu toute faite, quoi? Les schémas qui fonctionnent le mieux, c'est quand on a la chance d'avoir effectivement le responsable des marchés ou l'acheteur, le porteur du développement durable au sens large, voilà, climat, énergie, et l'opérateur technique qui pose la question en interne. Ce trio-là, ce responsable des marchés, le spécialiste des marchés, le spécialiste du développement durable, le spécialiste de la question qui est posée, qui a le besoin direct. À minima, si on arrive à avoir ce rapprochement dans ce trio-là, c'est ce qui permet effectivement de répondre au mieux, d'intégrer au mieux le développement durable. Mais ça veut dire qu'effectivement, alors la capacité de développement durable, elle peut être portée par l'opérateur technique ou le juriste, le responsable du marché. Et c'est souvent d'ailleurs un acheteur qui porte le développement durable au-delà du juriste. Mais on voit qu'on a ces trois besoins, de droit, de développement durable et technique. C'est quoi mon besoin, de quoi j'ai besoin. C'est ce qui fonctionne le mieux. Et oui, bien sûr, il y a un vrai besoin, il y a un poste, il y a du travail derrière, mais qui va se retrouver après en termes d'amélioration, de fonctionnement, d'exemplarité, d'économie, de performance, d'impact environnemental réduit. C'est pas tous les collègues autour de la table que je vais apprendre l'intérêt d'un poste animateur techno ou énergie. Il se rentabilise très vite, quoi, le poste. Évidemment. Je veux dire, en 1 an, en 2 ans, on a fait l'économie du recrutement, quoi. C'est exactement la même démonstration qu'on pourrait faire sur un poste qui travaillerait sur la commande publique durable et qui chercherait à la rendre exemplaire et performante. Oui, d'accord. Merci, en tout cas, pour cette réponse. Dernier aspect pour conclure, donc la dernière dimension, une nouvelle dimension qu'on peut donner à la commande publique durable qui sort complètement du cadre juridique traditionnel, qui dit, en fait, qu'est-ce qu'on constate? On vient de le dire quand même plusieurs fois, et y compris dans mon intervention, on manque de temps. On manque de temps, effectivement, pour préparer correctement les marchés. Il y a une espèce de course permanente. Ce qui fait qu'ayant pas le temps, parce qu'il n'y a pas eu de programmation non plus pour la plupart on pourrait s'amuser à demander, hein, des collègues autour de la table, la programmation en termes de marché public, c'est pas du banal, malheureusement. Comme on n'a pas cette programmation annuelle, on est souvent effectivement dans la méconnaissance aussi de l'offre existante du côté des entreprises, et du coup, ça va se transcrire par des cahiers des charges très similaires qui vont évoluer très lentement, décidément, d'un marché à l'autre. Alors que de l'autre côté, on a des entreprises, et ce qui nous intéresse, c'est quand même le tissu dominant, les petites TPE, TPI, PME, PMI locales, donc des petites entreprises qui sont dans la méconnaissance, voire même le rejet des marchés publics parce qu'elles le perçoivent trop complexe, parce qu'elles n'ont jamais répondu, parce que les cahiers des charges ont des exigences trop fortes par rapport à leur capacité propre, alors qu'en réalité, leur job, c'est de faire des offres. Elles sont à même de se diversifier, certaines peuvent être très souples, donc elles ont un vrai savoir-faire et on ne les mobilise pas là-dessus. Donc on voit qu'on a cette espèce de contradiction entre des gens qui posent la question, qui sont dans une course permanente, effectivement, sans arriver à ajuster leurs besoins à la réalité de ce qu'il faudrait qu'ils achètent, sans interpeller le local, et les entreprises locales qui ne peuvent pas répondre ou qui ne peuvent pas faire d'offres en face, alors qu'elles auraient la capacité de le faire si elles étaient sollicitées. Donc le gros enjeu pour nous, ce que je te disais l'autre jour, c'est effectivement de réaliser que
la commande publique durable, on le disait, vous étiez plusieurs à le dire en introduction tout à l'heure, c'est quand même un outil formidable. C'est au moins 10%, au niveau européen, on dit 20% du produit intérieur brut. Imaginez que vous puissiez réaffecter une partie de ces marchés. Je viens de le dire, hein, plus de 100 millions d'euros pour les Spazer, c'est 600 millions d'euros pour les HCL à Lyon, c'est 500 millions d'euros pour la région annuelle. Imaginez qu'on puisse effectivement réaffecter tout ou partie de ces marchés légalement dans le tissu économique régional, local. Donc là, il y a un vrai enjeu hein, qui passe effectivement par la mise en place de procédures nouvelles qui sont faibles ou inexistantes au niveau de, comme nous tous, hein, des acheteurs publics. Donc c'est vraiment travailler sur le sourcing. Un vrai sourcing, ça veut dire hors procédure, hein. Donc prendre le temps, comme font par exemple UniHA au niveau national pour les, les hôpitaux, 2 ans avant leur marché, ils mettent sur leur site leur volonté de passer un marché et les fournisseurs spontanément font savoir leur offre 2 ans avant la consultation, quoi. Et donc pendant 2 ans, en quelque sorte, l'UniHA a une espèce d'information continue au fil de l'eau provenant des fournisseurs complètement libres d'accès qui leur permettent de préparer au mieux leur cahier des charges à venir, quoi. Et ça, des sites où vous passez vos offres, vous êtes dans l'obligation d'en avoir. Soit vous en avez en propre, soit vous utilisez des offres de services où vous mettez vos consultations. Et vous auriez cette capacité, effectivement, de préparation, de sourcing minimum qui vous permettrait d'avoir une connaissance bien plus large en temps et en heure, quoi. Deuxième chose qui serait vraiment intéressant, là où il y a vraiment des enjeux, hein, parce que derrière, encore une fois, ça veut dire que c'est des millions, des dizaines de millions de budget annuel qui peut être affecté aux entreprises locales légalement, quoi. Le deuxième enjeu, c'est d'aider les entreprises à répondre à vos marchés en tant que tels. Donc, c'est surtout pas tout seul, c'est pas se substituer à leurs représentants, les syndicats professionnels, les CCI, chambres de métiers, etc. Mais c'est travailler avec elles pour savoir comment vous pouvez les former à la commande publique durable, comment vous construisez vous-même vos cahiers des charges, comment vous pouvez définir des critères de simplification de réponse aux offres, comment vous pouvez les payer plus rapidement, comment vous pouvez leur permettre de répondre qu'une fois en termes administratifs, tous ces éléments qui vont leur donner envie, la possibilité de se réunir et de répondre à vos marchés. Et là, tu as aussi des exemples éventuellement de collectivités qui auraient fait ce travail d'accompagnement, je dirais On a presque. des exemples partiels, c'est tout l'enjeu de la deuxième mouture, la deuxième version aujourd'hui, c'est le souhait, c'est l'objectif qu'on défend depuis longtemps. Mais c'est tellement nouveau franchement, dans le réseau ici des dépôts, c'est exactement le genre de public qui serait capable de faire ça. Mais c'est tellement nouveau pour les gens responsables de marché. Enfin, là, Oui. on leur parle latin, je veux dire. On leur dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas votre réglementation et votre marché conforme. Je veux me servir de la commande publique et de la commande publique durable, parce que c'est sur l'innovation, pour aider le territoire. On parle de développement territorial, développement économique, en s'appuyant sur le développement durable. Plus de passation de marché. Et je veux dire, ils nous répondent, mais c'est pas notre job, quoi. C'est pas notre métier au départ. Ouais, d'accord. C'est très compliqué pour eux, quoi. Et donc, là, ce qui est vraiment problématique, c'est aujourd'hui de trouver ce maillon manquant. Évidemment, les TEPOS, vous êtes au cœur de ça, hein, pour essayer de dire à vos élus, à la direction générale, il y a là une opportunité incroyable, quoi. On a la capacité à réorienter légalement, et nous, on est là pour vous aider, évidemment, légalement, les budgets, les moyens financiers sur le territoire. Moi, je n'irai pas plus loin. Enfin, après, je pourrais montrer des exemples de marché. Je pense que oui, tu peux éventuellement. Alors, non, on va peut-être effectivement prendre des questions s'il y en a. Attends, excuse-moi, Nicolas. Oui. Pardon. Voilà, vous verrez à la fin de la présentation. Vous verrez à la fin de la présentation toutes ces références que je ne vais pas commenter là, mais qui vous permettront vraiment. C'est les références qu'il faut connaître, qui vous permettent d'avoir des référentiels un peu idéaux, entre guillemets, hein, et très pratiques. Hein, chaque fois, c'est sur des thématiques particulières. Vous allez chercher, encore une fois, le textile, l'achat d'énergie, etc. Et qui vous permettent vraiment de construire vos cahiers des charges. Voilà. Oui, tout à fait. Merci. Effectivement, ça sera diffusé à tout le monde. Alexis, tu peux, si tu veux prendre la parole, tu évoquais à l'écrit des éléments concernant la capitalisation. Si tu veux bien, j'aimerais bien que tu développes un peu et que tu nous dises ce que tu veux dire par là. Je pense que c'est un sujet important, on en a beaucoup parlé. Ouais, merci Nicolas. Non, c'était juste pour rebondir par rapport à la demande là, qui était ressortie plusieurs fois d'avoir un peu une boîte à épices à échelle régionale. Effectivement, ça,
le guide vers lequel renvoyait Laurent, là, c'est Aura 2E sur la commande durable, il a cette vocation-là en le regardant rapidement. C'est qu'on est vraiment dans cette optique-là d'avoir par thématique d'achat, d'avoir les recommandations à prendre en compte à chaque stade de la commande publique et les points de vigilance à avoir par rapport aux différentes, on va dire, vies du marché, différentes phases de la vie du marché, et par catégorie d'achat, donc effectivement sur l'achat informatique, sur du marché de travaux, sur de l'insertion de clauses clauses sociales dans les marchés publics par exemple. Il y a effectivement des extraits de cahiers des charges et d'articles possibles à insérer par typologie de marché. Donc, à mon sens, ça répond vraiment à la demande qui a été formulée de dire on a besoin par type de thématique d'avoir un peu des exemples concrets. Et ce que disait Laurent, c'est que c'est voilà, pour moi ça répond bien à ça. Et en complément, il y a les dernières que moi je connais moins bien, je connaissais plus effectivement ce guide-là que ce qu'a cité Laurent en dernier sur les références issues de d'autres pays, enfin plutôt la référentiel européen ou autre. Mais voilà, je pense que ça peut permettre aussi de suivant un peu l'enjeu identifié sur la collectivité, comme ça a été dit, pour amorcer la dynamique. Il y a peut-être des sujets qui sont plus faciles pour amorcer la pompe, comme disait Laurent. C'est compliqué d'aller directement sur un énorme marché de travaux où on va vouloir insérer directement des clauses environnementales partout, plus clauses sociales, etc. Par contre, effectivement, s'il y a là actuellement un renouvellement de la flotte de véhicules ou à notre marché, ça peut être l'occasion d'entrer par cette porte-là et de se saisir de ces quelques recommandations qui sont formulées là pour dire voilà, il y a un peu des commandes en main sur cette thématique-là qui peuvent être utiles. Voilà, c'était juste voilà, vu qu'en fait le lien n'était pas cliquable directement dans la présentation, c'est pour ça que je l'avais remis en commentaire. D'accord, ok, j'entends. Ouais, merci. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions, des remarques complémentaires à tout ce qui a pu être dit? Laurent, est-ce que tu veux dire rapidement un mot des 3 références que tu voulais éventuellement présenter rapidement, là, les 3 retours d'expérience? Tu m'as envoyé 3 fiches. Est-ce que ces fiches-là, on pourra les transmettre aussi Je ne sais pas si ça ne fait pas forcément les ouvrir en 10 minutes. Tu vois, non, peut-être pas. Non, mais tu pourras. Je vous explique simplement. J'ai pris ces thématiques parce qu'elles avaient été sollicitées aussi dans les questions que tu as ici tout à l'heure. J'ai pris un exemple par contre de marché d'énergie, du matériel informatique, où là, on sait très bien faire. On a des approches de coût global avec des tableaux Excel en ligne, en français, en anglais. Il y a plein d'outils pratiques qui existent depuis longtemps. C'est des fiches qu'on va publier sur le site d'Aura 2E. Ça rejoint ce que disait Alexis à l'instant. L'objectif de l'année prochaine, c'est justement de compléter toujours plus le centre de ressources à la demande d'Emmanuel Durand, tu sais, Alexis, pour enrichir effectivement les référentiels en fiches, effectivement, pratiques sur la commande publique durable. Et donc là, ces 3 marchés-là sont des marchés quand même assez exemplaires. Vous verrez, il y a 2 marchés régionaux, un marché du sud-ouest, et où on fait non seulement on présente leurs spécifications techniques, critères de sélection, mais aussi comment on aurait pu quand même aller un peu plus loin. Des conseils supplémentaires qui recensent un peu l'idéal qu'on a pu voir. C'est 3 bons marchés, 3 marchés très intéressants qui peuvent servir de modèle. C'est un extrait des fiches qui seront en ligne. D'accord. Et du coup, Nicolas, en bonifant là-dessus, ça pourrait être intéressant de savoir s'il y a par rapport on va dire, aux thématiques qui sont déjà listées dans le guide ou voilà, en termes de typologie de marché, s'il y a peut-être des demandes spécifiques des territoires sur j'ai un marché de tel type qui voilà, sur lequel on ne sait pas comment faire et on n'a pas trouvé de référence dans le guide, de le faire remonter, comme ça on pourra voilà, effectivement avec ma collègue l'avoir que ça soit aussi au fur et à mesure de l'enrichissement du centre de ressources, que ça soit documenté et comme ça qu'on ait cette cette complétude de la base de ressources régionales. Très clair. Ouais, tout à fait. Ouais. Et là, effectivement, nous, en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage régionale, on peut se faire le relais de ces demandes-là qui pourraient être faites par les territoires. Et puis, évidemment, vous avez le contact Aura 2E avec Laurent, qui est votre expert et interlocuteur privilégié sur toutes ces questions-là. Oui, je précise que j'ai une nouvelle collègue aussi là, D'accord. sur la commande publique durable. On est plusieurs maintenant. Il s'appelle comment Céline Bonnet. D'accord, ok. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire voilà, le film.
Oui, oui, bien sûr. Comme disait Alexis, effectivement, le réseau il est financé par la région, par son historique et son origine pratiquement. Et donc, je rassure les gens autour de la table, il n'y a pas de financement pour vous, là, en l'occurrence. Donc, si vous souhaitez être accompagné, travailler sur l'organisation, sur les contenus de cahier des charges en termes de développement durable, la région nous demande de vous accompagner. Ça fait partie explicitement du travail que nous, la région, fait. Donc, allez-y, il y a un droit de tirage. Et en moyenne, c'est combien de temps que tu consacres éventuellement à Alors, c'est très l'accompagnement variable. Ouais. Il y a des marchés, des questions auxquelles on répond en 1 heure. Et il y a des marchés où il faut travailler. Il y a plusieurs heures, plusieurs jours de travail, il y a plusieurs réunions en interne. Ouais, d'accord. C'est vraiment il y a des marchés. Quand on est dans un marché banal, il y a tellement d'offres et de réponses qu'aujourd'hui, on va très vite, quoi. Ouais, Et d'accord. le champ est illimité, donc il y a sans arrêt des choses sur lesquelles on doit creuser, quoi. Alors, il y a Laurent Boitias du pays de Thiers qui nous dit, en effet, dans le guide de 2016, par exemple, il n'y a pas forcément beaucoup de choses sur les marchés travaux publics, réseau, EP, assainissement, route, etc. Non, Donc, non. sans doute, c'est des éléments à creuser là aussi. Mais par contre, il y a des fiches types sur les marchés européens. Sur le lien Mhm, que vous avez mis à la mhm, fin de la présentation, mhm. là, il y a des choses sur les réseaux, justement, et sur le bâtiment. D'accord. Ouais, ok. Et Laetitia Tazier qui dit, donc un peu comme une ouverture, finalement, on peut vous solliciter ou intégrer le réseau éventuellement. Donc voilà, ça suscite de l'intérêt. C'est Bienvenue. très bien. Bon, et bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, on peut s'arrêter là. Moi, je veux remercier spécialement évidemment Laurent Cogerino pour tout le contenu qu'il a apporté et puis évidemment pour l'offre de service aussi qu'il a présentée d'une certaine manière d'Aura 2E. Et puis, merci à la communauté de travail régionale pour tous ces apports. Si on n'a pas l'occasion d'échanger dans le cadre du réseau TEPOS d'ici l'été, je vous souhaite de très belles vacances à toutes et tous. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut conclure au niveau de la communauté de travail régionale. Laurent, je te laisse éventuellement aussi redire un mot. Non, non, merci beaucoup pour l'exercice un peu compliqué. Tu ne m'as pas ménagé. Non, c'était bien. Je pense que le message est passé. Ouais. Voilà, j'allais dire, faut pas désespérer de la commande publique durable. On a plein d'exemples et il y a des gens pour accompagner. Il y a des initiatives que tu viens de faire là, qui permettent d'échanger entre nous. Je crois qu'il faut pas rester seul devant sa copie. On a plein de matières. Ça fait quand même un moment qu'on tourne sur le sujet des uns et C'est des autres. ça. Mm. Il faut échanger, quoi. Et après, ça rejoint ce que tu disais. C'est parfois très rapide et deux fois plus complexe, mais on a des éléments de méthode pour avancer aujourd'hui, quoi. Voilà. Très bien. Sylvain, tu veux dire un mot de conclusion? Je vois que tu branches ta caméra. Non, c'était juste pour dire merci, merci en effet là-dessus. Et puis, c'est vrai que sur ce sujet, on voit qu'il y a de la méthode, il y a des outils, il y a des ressources, et pas hésiter à les solliciter. Et puis moi, je fais juste, je crois, rappelle-moi Nicolas, je crois que c'est CA3B, c'est Bourg-en-Bresse qui nous avait fait part aussi de leur travail sur le sujet. Ouais. Et il nous disait que c'est aussi une question de personnes, c'est-à-dire qu'ils ont un responsable achat qui est hyper sensibilisé au sujet et il nous dit que ça facilite beaucoup les choses. Donc je crois aussi que c'est une question de personnes et de bien voir comment on crée des relations, on échange avec ces gens-là et avec les différentes personnes et on crée cette transversalité parce que le chargé de mission TEPOS, il ne peut pas tout faire lui-même et voir comment ces différentes personnes peuvent s'impliquer dans le sujet. Voilà. Merci en tout cas beaucoup pour ce moment très riche, ces ressources. Et puis voilà, maintenant, le réseau ne demande qu'à s'enrichir, Laurent, par tout ce que tu as pu nous apporter et que les territoires souhaitent, par leur intérêt, certainement te solliciter. Et merci pour l'animation, Nicolas. Merci à tous. Ouais, Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Bel été. Merci, au revoir. Bel été à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.